Donc bienvenue pour ce cours, pour les nouveaux, super bienvenue ici, et pour les habitués, il y en a quelques-uns, bien revenus ici. Ça y est, je commence à stresser. Souvent, la définition qu'on me donne le plus, c'est soit respecter la vie du sol et protéger, couvrir le sol, faire pousser les plantes ensemble, faire des associations de plantes. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec cette définition? Ouais. Alors pour moi, c'est pas du tout une définition de la permaculture, c'est une définition de l'agriculture naturelle. On va voir du coup comment ça vient. Moi quand je définis ça, c'est à la base la permaculture c'est un outil, une méthode qui sert à concevoir des systèmes. Moi j'aime bien élargir ça. Alors une science, c'est pas trop le mot que j'aurais utilisé. Moi j'aurais dit plutôt une philosophie, un art de vivre. On peut aller très loin avec ça. Donc qui permet juste de concevoir des systèmes, qui permet de créer des systèmes qui soient résilients, qui soient respectueux de l'environnement, qui soient respectueux de l'humain en tant qu'être social, parce qu'on n'est pas juste une partie de l'environnement, parce que nous aussi on en fait partie. Et ces systèmes permettraient de créer une abondance de ressources qui seraient partagées équitablement entre tous. Certains disent que ce n'est pas la ressource, c'est le surplus qu'on va partager équitablement, mais l'idée importante c'est le côté équitable. Ouais. Est-ce que c'est la même racine que permanente? Alors voilà, après on va venir dans l'historique de la permaculture. À l'origine c'était plutôt agricole et le terme permaculture vient de permanent culture, c'est une culture permanente. L'idée c'était d'avoir des systèmes agricoles avec des productions régulières, permanentes tout le temps, de plantes surtout vivaces, de fruitiers, de légumes vivaces, pour avoir une production régulière. Après le terme il a évolué, je vais vous faire passer quelques autres définitions. Donc en gros, on est plus là sur un aménagement du paysage. C'est comment on crée des systèmes en se basant sur ce qui se passe dans la nature. Donc c'est un peu la définition qui a été donnée tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'il y en a qui sont venus là pour un cours de jardinage aujourd'hui? Non, ça va? Ouais. Donc on ne va pas parler de jardinage. On ne va pas parler uniquement de jardinage. On va peut-être en parler un peu. Je vais voir si j'arrive moi à faire le cours là en moins de 2 heures. Et puis si vous n'avez pas trop mal à la tête après, peut-être qu'on passera à des questions. Et si vous voulez qu'on parle de jardinage, on parlera jardinage. Mais permaculture, ça permet de mettre en place un jardin, hein, pourquoi pas. Et on peut appliquer tout ce dont on va parler, on peut l'appliquer au jardin, mais on peut l'appliquer à beaucoup de choses différentes. On va aller vers des définitions de plus en plus simples. Donc c'est un peu la même chose que ce que disait David juste avant. Système stable, alors j'ai dit résilient, est-ce que le mot résilient, tout le monde le comprend? Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas le mot résilient? Ouais, c'est bon. Autosuffisant, stable, et celle-là elle me plaît. Disons que si tout le monde se mettait à la permaculture, il y aurait des arbres qui pousseraient partout. Après on pourrait faire d'autres choses, c'est pas forcément que du jardinage qu'on ferait sous les arbres, mais il y aurait des arbres partout et les problèmes climatiques et les problèmes qu'on a par rapport à tout ça, si la planète était recouverte de nature, il y aurait moins de problèmes. À l'origine ça a commencé avec lui, est-ce que vous le connaissez lui là? Fukuoka. Ouais. Fukuoka, Masanobu Fukuoka. Lui, à l'origine, alors je sais pas l'année, mais si ça doit être écrit juste après, 1913, il est mort en 2008. Il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture naturelle, même ce qu'il appelait lui. C'était la force du non-agir. C'est moins on en fait, mieux c'est. C'est un des trucs qui a été récupéré en permaculture. Alors vous verrez, en permaculture, on n'a rien inventé. Ils n'ont rien inventé. On se base sur ce qui se passe dans les systèmes naturels. Et on s'aperçoit que dans la nature, c'est le système le plus stable, le plus productif en biomasse à l'année. Là, du coup, on parle d'agriculture. Hein. En agriculture, on n'a jamais réussi à atteindre ce qui se passe dans la nature. Et dans la nature, pas de gaspillage, pas de pollution, pas de déchets, tout est recyclé et ça reste hyper productif et tout le monde y trouve sa place. Donc, quand on voit ça, on se dit, là, il y a un exemple à suivre. Ce système, il n'y a aucun système qui a plus d'ancienneté, le système naturel. Quel âge il a? 450 000.
Comment tu dis? 450 millions. Alors ouais, hors de l'eau, ouais. Après dans l'eau, il y a des systèmes naturels qui ont... Plusieurs on va milliards. dire la vie, c'est plus ou moins 4 milliards d'années, on n'est pas sûr, mais au moins 3,5, 3,7 milliards d'années. Donc la nature, ça fait 3,7 milliards d'années qu'elle fonctionne et qu'elle s'améliore. Les systèmes agricoles humains, quel âge ils ont? 12 000 ans. Ouais, dans certains endroits. Les plus anciens, on va dire 10-12 000 ans. Ouais. Fukuoka, lui, donc, il s'est basé sur ça en se disant, dans la nature, ça fonctionne. Du coup, si on en fait le moins possible, ça devrait marcher le mieux possible. Et il a réussi à avoir des choses qui produisent, du riz qui produit bien, sans trop d'arrosage. Il a développé tout ce qui est culture sous couvert. Alors pour ceux qui sont agriculteurs, ils connaissent, pour les autres, ils ne connaissent pas forcément, mais l'idée c'est d'avoir toujours des cultures en place. Et par exemple, quand on a un blé qui pousse, avant le blé, on avait semé, ou en même temps que le blé, on avait semé un trèfle qui va couvrir le sol, qui va en plus fixer de l'azote et compagnie. Je vais passer les détails là-dessus. Mais en gros, il y a du trèfle en dessous, du blé au-dessus. Quand on fauche le blé, il y a le trèfle qui reprend bien la place. Et il y a toujours de la végétation. Il a vraiment développé ces systèmes. Il a réussi à avoir des trucs super efficaces. Il a amélioré des variétés de riz qui étaient super efficaces. Il y a eu une époque où il avait des grosses productions de riz qui étaient hyper productives, stables et rustiques, qu'il voulait envoyer en Somalie à l'époque. Il y a eu 80 tonnes de son riz qui ont été détruites par l'armée à cette époque-là parce qu'il ne voulait pas sauver la Somalie. Donc voilà, comme quoi, c'est le petit détail qui fâche un peu, mais comme quoi son travail a quand même été repéré depuis très longtemps. Mais en gros, ce qu'on essaie de développer avec ça, c'est l'autonomisation des gens. Et l'État ne veut pas toujours ça. Allez. Donc, Fukuoka, le monsieur derrière, qui le connaît? Bill Mollison. C'est Dieu le Père des permaculteurs. Non. Alors Sepp Holzer ne se dit pas permaculteur. Par contre on le dit permaculteur parce que c'est... mais c'est pas lui, bon, il a un peu cette tête là. Non, lui c'est Bill Mollison. Donc ils sont deux à avoir créé le mot permaculture. Donc Bill Mollison, un de ses élèves, David Holmgren, qui a du coup a pas mal travaillé avec lui. Donc Bill Mollison, lui, il y a eu, c'est en Australie. Donc après, la permaculture n'est pas née en Australie, ils n'ont pas créé la permaculture, ils ont créé le mot. Et dans ce que je disais, on se base sur ce qui se passe dans la nature, mais ce qui se passe dans les peuples un peu tribaux, donc les aborigènes en Australie, et puis après il a un petit peu voyagé autour de l'Australie, pour aller voir comment font ces peuples pour être stables, pour être autonomes, pour être productifs, résilients, sans être polluants, en ayant des sociétés stables qui fonctionnent. Et du coup, voilà, en se basant sur tout ça, il allait voir un peu tous les trucs qu'on dit aujourd'hui, ça coule de source, quoi. Moi, quand je parle de certains trucs en permaculture à des agriculteurs qui sont agriculteurs depuis plusieurs générations, en général, ce qu'on me dit, mais c'est nous, ça, on le fait depuis longtemps, quoi. Donc, là, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt structurer tous ces trucs qui, au final, sont hyper logiques. Là, c'est une diapo qui vient d'un autre cours, mais c'était juste pour situer. À l'origine, la permaculture, c'était créer des systèmes comme ça. C'était faire une agriculture permanente. Et donc là, on est sur un système de forêt fruitière avec divers étages qui font que l'écosystème est stable, plein de production. Et en gros, l'objectif de Bill Mollison, parce que c'est quand même lui qui a commencé à la base, c'était d'avoir des systèmes sur lesquels il n'y ait pas besoin d'aller travailler tant que ça. Une fois qu'on dit souvent la permaculture, c'est un truc de feignant. Lui, il voulait qu'il n'y ait pas besoin de travailler tant que ça. On bosse quelques heures par semaine pour mettre en place un système. Et une fois que le système est en place, il n'y a plus qu'à aller cueillir, à entretenir un minimum, et c'est productif. Après, ça a évolué, donc lui est encore en vie aujourd'hui. Bill Mollison est mort il y a quelques années. Donc lui, il l'a fait évoluer vraiment comme une science du design. Aujourd'hui, la permaculture, on dit que c'est plutôt cet outil, cette méthode qui permet de créer des systèmes, donc qui a développé la notion de design. On va essayer de le voir un peu en détail tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est devenu une science qui s'élargit à beaucoup d'autres activités. Alimentation, habitation, relations humaines, énergie. Voilà, ça va très très loin. Moi souvent, je dis, on pourrait créer une entreprise en permaculture. On pourrait créer une banque en permaculture. On n'est pas obligé d'avoir un jardin pour faire de la permaculture. Quelle que soit la surface, on peut faire pousser des plantes sur un balcon en respectant un peu l'éthique de la permaculture. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la fleur de la permaculture, qui situe un petit peu tous les domaines sur lesquels peuvent se pencher
les méthodes de la permaculture. On n'est pas obligé de tout faire pour être permaculteur. C'est pas un objectif à atteindre, être permaculteur, à partir du moment où on a envie de respecter un peu les règles de la permaculture, à partir du moment où on essaye, où on va dans cette direction, pour moi, on est permaculteur. Là, c'est un truc, ça pourrait être sujet à gros débat encore, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Un permaculteur, pour certains, c'est être diplômé de l'université permanente de permaculture. Populaire, permanente, populaire. Il y a des diplômés là dans la salle? Non? Ça va. T'es pas diplômé, toi? Non, je suis certifié. C'est encore un autre sujet, on pourra en parler. Non, celui-là je le passe. Donc, en gros, la permaculture, c'est quoi, si on veut faire simple? Dans la définition moi, que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est une méthode, un outil qui permet de concevoir des systèmes qui soient respectueux de l'environnement, respectueux de la nature et qui partagent les surplus. En gros, c'est ça les trois gros piliers éthiques. Je ne sais pas s'il est après, voilà. Souvent, c'est représenté par ces dessins là, qui veulent dire donc soin à la terre, soin aux humains et partage équitable. C'est une traduction française, tout le monde n'est pas d'accord sur le côté prendre soin. Est-ce qu'il faut prendre soin de la nature? Est-ce que la nature a besoin qu'on prenne soin d'elle? On est tous d'accord avec ça ou pas? Si on la laisse tranquille, elle se débrouille beaucoup mieux que quand on prend soin d'elle. Donc, il n'y a pas besoin de prendre soin. En anglais, le mot c'était care about nature, ça veut dire pas forcément prendre soin, le mot il a été se préoccuper, en avoir quelque chose à faire en tout cas, ouais. C'est care, c'est ne pas s'encarrer quoi. Un petit moyen mémotechnique. C'est en avoir quelque chose à faire dans la nature, en avoir quelque chose à faire de l'humain. Autour de ces gros piliers, principes éthiques, on a des principes. Il y en a, alors combien, vous savez combien il y en a de principes là aujourd'hui là? 12? Ah, je sais pas, moi non plus je sais pas, mais pas 12 en tout cas, il y en a une bonne cinquantaine. Après, les principes au final, c'est pas. Là on n'est plus dans un truc carré, fermé, avec un nombre limité. Ces 12 principes-là qu'on va voir, donc les dessins là qui y a autour représentent les 12 principes qui ont été donnés, vraiment cadrés par David Holmgren, donc le deuxième. On verra après qu'il y a 12 principes qui ont été aussi donnés par Bill Mollison, ça fait déjà 24. Et puis il y en a plein d'autres qui ont été rajoutés. Après au final ça finit par devenir différentes façons de dire les mêmes choses. On ne va pas forcément les détailler, je vais quand même les survoler vite fait, et puis on va voir un peu plus en détail d'autres qui ont été dit par Bill Mollison aussi. Mais donc voilà, le premier, je vais surtout voir en détail les 2-3 premiers. Observer et interagir. Est-ce que quelqu'un veut me dire qu'est-ce qu'il entend quand on dit observer et interagir? Bon, et ceux qui connaissent un peu la permaculture. Comme t'expliques tout le monde. Observer d'abord son... Là c'est par rapport au jardin, au potager, c'est puis aux gens, et après seulement interagir, voir comment ça fonctionne et puis... Ouais, réfléchir avant d'agir, et réfléchir, se dire regarder comment ça se passe. Souvent, les solutions découlent d'elles-mêmes si on commence à observer le problème. Pas rester dans un truc cadré où, je sais, on m'a toujours dit il faut faire comme ça, je fais comme ça. Donc voilà, d'abord on regarde comment ça se passe. Si dans notre système on ne voit pas de solution, on peut se dire est-ce que ce problème-là il existe? Alors là, si je reste au jardin, est-ce que ce problème-là il arrive dans la nature? S'il arrive dans la nature, on va voir comment il se régule. Si on est sur un problème lié à l'humain, alors je vais souvent moi essayer de faire des liens avec l'humain. Il y a une nouvelle philosophie qui est arrivée aujourd'hui, c'est la permaculture humaine. Alors pour moi elle n'est pas nouvelle, elle ne vient pas d'arriver. C'est dans le premier ou deuxième pilier éthique, c'est prendre soin de l'humain. Donc la permaculture humaine, c'est pas le nouveau Coran qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus, on en parle de plus en plus. Voilà, on dit qu'on se met de plus en plus à la permaculture humaine. Moi quand je parle d'humain dans les vidéos que je fais, dans les partages que je fais, je dis ah c'est chouette, tu te mets dans la permaculture humaine. Non, si on ne fait pas avec l'humain, c'est plus de la permaculture, donc on s'y met pas, on y est dedans depuis le début. Pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que donc voilà, je vais souvent essayer de faire des parallèles. Si il y a un problème et qu'on va de suite essayer d'apporter une solution, c'est un peu comme dans une discussion. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un ami qui est venu vous voir en disant j'ai un souci, il y a mon patron qui ça va pas, et puis avec mon mec, avec ma meuf ça va pas, puis les enfants ils sont chiants, et puis ça j'en ai marre. Et puis
comment on réagit à ça en général? Là, tout Les le gens monde est- essaient de trouver tout de suite une solution. Ouais, c'est mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller, ou ouais, mais alors si tu savais moi ce qui m'est arrivé, ou mais tu sais ce que tu devrais faire, ou on va essayer de suite d'apporter une solution. Alors que des fois, il suffirait juste de dire ah ouais, mais raconte-moi, puis tu vas en parler, puis vas-y, puis vide ton sac, et puis en fait, ça va mieux quoi. Voilà, souvent, la solution, ça va être d'observer, de voir ce qui se passe, et puis d'interagir ensuite. Collecter et stocker l'énergie, l'énergie elle peut avoir différentes formes. Le principe, des fois, en complet, il est collecter et stocker l'énergie au plus près de sa source. Et donc, les sources d'énergie, ça peut être n'importe quoi. L'exemple typique, c'est l'eau. L'eau, c'est une forme d'énergie. Déjà, elle a un poids, et avec son poids en descendant, on peut faire tourner une turbine et produire de l'électricité ou n'importe quoi. Donc, au plus près de sa source, ça veut dire si on a un terrain qui est en pente, l'idée, c'est de stocker l'énergie, mais le plus haut possible. Si on peut la stocker en haut, ben, le jour où on a besoin d'arroser son jardin qui est en dessous, on a juste à ouvrir une vanne, ça arrose. Si on stocke l'eau en bas, et que le jardin est au-dessus, il va falloir de l'énergie pour la faire remonter. Donc voilà, ça c'est un exemple, une image. On pourrait imaginer ça avec beaucoup de choses différentes. Mais plus on peut stocker de l'énergie et plus on peut la stocker haut, cette énergie, plus elle va pouvoir nous redescendre dessus. Collecter et stocker l'énergie, ça peut être plein de formes d'énergie différentes. Imaginons, vous avez un projet, une asso, une mairie, une commune, plein de choses comme ça. Les formes d'énergie, elles peuvent être humaines. Quelqu'un qui est charpentier, qui est plombier, qui est électricien, qui est, je sais pas moi, manager, qui a des compétences, ça peut être une forme d'énergie hyper intéressante. Plus vous aurez de diversité, vous verrez le principe de diversité, il est un peu plus loin. Ça, c'est des formes d'énergie qu'on va pouvoir stocker. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour, ça c'est une forme d'énergie qui est énorme. Pouvoir un peu faire vous savez, le fou du roi à l'époque, on avait besoin de gens qui font un peu rigoler, comme ça, des fois ça allège. Quelqu'un qui est jamais content, quelqu'un qui va toujours trouver un moyen de trouver la petite bête qui va pas, le petit truc qui... ça c'est une forme d'énergie super importante dans un collectif. La personne qui est un peu chiante, qui va vous dire non mais t'as pensé à ça, et puis ça t'imagines. Alors ça c'est une forme, c'est super dur à prendre cette place. Ça permet de pas trop s'éparpiller, de pas aller trop loin, de pas s'épuiser, avoir quelqu'un qui cadre. Donc ça c'est une forme d'énergie qui est super importante, il faut avoir ça. Et il faut surtout prendre conscience que ça c'est important. Alors là les 12 principes on pourrait y passer 3 jours là-dessus. Après je prendrai moins de temps sur les autres. Un troisième qui est hyper important, et là vraiment c'est presque primordial. Il y a de plus en plus de projets de gens qui veulent être autonomes, avoir une ferme ou un terrain avec une maison et être autonome. Mais bon voilà, il faut acheter les panneaux solaires, il faut faire ci, il faut faire ça, puis le jardin on verra plus tard, et puis même le projet une fois à terme, c'est de produire nos légumes pour nous, nos petits trucs pour nous, et puis voilà. Et moi quand je pose la question souvent, mais du coup ça sera quoi vos productions? Qu'est-ce que vous allez aller vendre sur les marchés? Ou si toi c'est de la nourriture que tu veux produire, mais c'est quoi que tu vas vendre? Et pas une fois sur deux, mais presque, voire plus quand même des fois. C'est ah mais non, mais pas forcément de production, nous on veut pas vendre, on veut pas être producteur, nous on veut juste être autonome. Ça marche pas. Là, en France en tout cas, ça je vous garantis, ça marchera pas. Comment on paye les charges? Parce qu'on est dans un pays où il y a des charges, il y a des impôts. Si tu as des enfants, comment tu vas leur payer leur scolarité? Ah mais on ne scolarise pas. Mais bon, s'il se blesse, tu vas quand même devoir payer l'hôpital. Tu vas pas lui réparer son bras s'il se casse le bras comme ça. Enfin voilà, on vit dans un pays, c'est con à dire, mais pour moi, c'est quand même un chouette pays par rapport à certains trucs. On a quand même pas mal de choses que nous offre l'État, mais ça coûte des sous. Donc, obtenir une production, c'est super important. Et obtenir une production le plus rapidement possible. Cherchez pas à avoir un terrain et de suite aller sur les marchés, être producteur. Mais perdez pas de temps avant déjà faire un petit potager, faire un petit truc, faire que ce que vous mettez en place, vous ayez un retour rapidement. Déjà pour vous, pour votre confort, votre plaisir personnel, ça sera super important de se dire ouais je débute, c'est un peu à l'arrache, c'est un peu le bordel, mais regardez quand même, voilà, moi j'ai à manger, à midi on va se faire une pause, on va manger des bonnes tomates de mon jardin, et puis voilà, après la production elle peut être de différentes formes. Bon regardez, j'ai un lieu, il produit quasiment pas de légumes, et là moi ça a souvent été mon cas. Le jardin ne produit pas beaucoup de légumes, je produis des plantes dans la serre mais pas beaucoup de légumes parce que c'est la sécheresse, c'est un peu dur, mais je fais plein de tests, je fais plein d'expérimentations sur les paillages, sur le BRF, sur
gérer l'eau, gérer pas mal de trucs. Et puis là, ce qui se passe aujourd'hui, là, pour moi, ça c'est une des productions. Peut-être que là, ce soir, on va pas tous partir avec un panier de légumes, mais on va partir avec peut-être quelques nouvelles infos, quelques nouveaux trucs à tester. Donc voilà, essayez de voir un peu votre système comme quelque chose de global, avec plein d'éléments qui ont différentes fonctions, et notamment des fonctions de production. Et voyez quelles sont ces productions, qu'est-ce que vous en tirez à la sortie, et plus il y en a, plus votre système il sera résilient. Plus vous aurez des choses à partager équitablement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les principes éthiques, le troisième, c'était quoi? Partage équitable. Voilà, partage équitable. Alors des ressources, moi perso je préfère dire des surplus. L'idée c'est pas de produire juste sur soi, parce que si on arrive à juste être autonome, avoir tout juste pour nous, et qu'on ne crée pas de surplus, eh bien, on va pas pouvoir vendre grand chose, ou on va pas pouvoir troquer. Alors peut-être moi j'aimerais dire plus troquer. On troque les productions. Moi je troque des plantes contre, je sais pas produire mon fromage, mais je troque mes plantes contre du fromage. Je ne produis pas d'œufs en ce moment, je ne produis pas de miel, je ne produis pas grand chose, mais je peux troquer ça contre ce dont j'ai besoin. Et là on va aller sur un peu ma définition de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est être autonome? C'est pas tous produire ce dont on a besoin. On se base sur comment ça fonctionne dans la nature. Un végétal, qu'est-ce que ça sait faire? Qu'est-ce que ça produit? Du sucre. Un végétal, ça ne sait produire quasiment que du sucre. Après, ça sait transformer le sucre en plein d'autres choses, voire simplement juste en des composés sucrés, la cellulose, la lignine, tout ça c'est des sucres. La plante, vous savez combien des sucres qu'elle produit, combien elle utilise en pourcentage? 30. Ouais, 30%. Bon, c'est une moyenne, mais c'est la moyenne qui est souvent citée. Donc elle produit énormément de sucre, il n'y en a que 30% qu'elle produit pour elle, le reste elle le redistribue. Elle fait du nectar pour attirer les abeilles pour sa pollinisation, elle fait des fruits charnus sucrés pour les animaux qui viennent manger les fruits pour propager les graines. Elle rebalance 20, 30, 40% de son sucre par ses racines pour nourrir des bactéries, nourrir des champignons qui lui amènent sa nourriture en échange. Et ça c'est un exemple qui est énorme. En gros, le message qu'il pourrait y avoir derrière c'est: regardez dans quoi vous êtes bon, c'est quoi que vous savez produire. Est-ce que vous savez produire des légumes? Est-ce que vous savez produire des plantes aromatiques? Est-ce que vous savez produire, je sais pas moi, de l'humour et faites humoriste? Et en échange de tout ce que vous produisez, de surplus que vous produisez, vous allez peut-être que raconter des blagues juste à votre famille, à vos enfants, au bout d'un moment vous allez les saouler, allez les raconter à d'autres et demander quelque chose en échange. Et donc pour revenir sur l'autonomie, moi je produis des plantes, je troque ça contre certains produits que j'arrive pas à me fournir moi-même, et pour certains, ils n'ont aucun produit à me donner à part de l'argent. Et donc j'échange mes produits contre de l'argent, ça devient de la vente, et grâce à cet argent, j'arrive à être autonome financièrement sur tout ce dont j'ai besoin. Pour moi l'autonomie c'est plus ça, c'est pas tout se produire, c'est regarder dans quoi on est bon, en produire en masse, et échanger le surplus contre ce qu'on n'arrive pas à se produire. Et là, je pense qu'on peut être dans quelque chose de pas mal. Appliquer l'autorégulation, accepter la rétroaction, je vais essayer d'aller plus vite sur les suivants, plus ça finit la suite. Mais ça en gros c'est juste être conscient qu'on a produit trop ou pas assez et savoir s'adapter. Accepter que dans ce qu'on fait il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui nous produisent trop de stress, une surcharge de travail et là on n'en peut plus. Et accepter que là non, on va réduire un petit peu. On vous détaillera plus ça à la fin du cours. Utiliser, valoriser les services et les ressources renouvelables. Souvent il y a des petits dessins qui viennent avec tout ça. Et là, par exemple, le truc simple pour rester sur l'agricole, c'est le tracteur. Il y a besoin d'aller acheter du gasoil, il y a besoin d'aller acheter de l'essence. À une époque, c'était des bœufs qu'ils avaient. Les bœufs, alors ça ne carbure pas rien du tout, hein, forcément il faut les nourrir, mais on peut les nourrir avec de l'herbe, avec du grain qu'on peut se produire sur place ou échanger avec le voisin. Et du coup on n'est plus dépendant de quelque chose qu'on ne sait pas produire et c'est plus durable. Bon, ne pas produire de déchets, celui-là il est assez simple, encore qu'on pourrait le détailler beaucoup plus. Par exemple, la voisine, donc elle est à la retraite aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps elle était encore fromagère, donc elle avait des bêtes, et ces déchets, alors c'est quoi les déchets pour ceux qui ont fait du fromage? Le petit lait. Le petit lait. Il y en a encore un autre, à moins que vous produisiez le grain pour nourrir les animaux? Oui. Ouais, donc vous réutilisiez tout le fumier. Parce qu'elle ne produisait pas tout son grain, donc un autre déchet c'est le fumier. Il y avait un tas énorme dans son pré derrière.
donc ça devient un déchet, ça finit par devenir un polluant. Le petit lait, c'est un déchet, ça finit par devenir un polluant. Donc l'idée, c'est pas de réutiliser tous vos déchets ou de ne pas en produire. C'est juste, ce déchet, peut-être pour vous, ça n'est un, pour d'autres personnes, ça peut devenir une richesse. Le petit lait, vous en faisiez quoi, vous? Pour les cochons, les volailles. Voilà, c'est ça. Là, ici, il y a une grosse fromagerie à côté, mais c'est juste une grosse fromagerie, une coopérative avec pas mal de monde. Ils font pas d'élevage, ils n'ont pas d'animaux. Par contre, tout ce petit lait, tous les jours, il y a des cuves qui partent pour les élevages de cochons. Et les cochons, ben, on fait du grain avec du petit lait, et ils adorent ça, c'est hyper nutritif, c'est hyper intéressant. Le fumier, eh ben, on peut l'échanger avec le voisin qui est maraîcher, et en échange, on va avoir du légume. Donc, un déchet, c'est juste quelque chose que vous ne savez pas réutiliser, que vous ne savez pas revendre, que vous ne savez pas rentabiliser ou échanger, et qui devient gênant, il va falloir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Plus vous limitez ces déchets-là, moins il y aura de soucis. Alors, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, ça en gros c'est vous achetez un terrain, vous avez une ferme, et vous commencez à vous dire, tiens, moi je vais faire des tomates ici. Et puis un jour peut-être vous allez vous dire, en fait là c'était même pas le bon endroit pour faire un potager, les tomates on va les faire ailleurs. Donc c'est juste essayer de voir le système d'abord dans sa globalité, voir les différents éléments, voir où est-ce qu'on place nos éléments, où est-ce qu'on fait le potager, où est-ce qu'on met la cabane à outils, où est-ce qu'on met la zone à compost. Et une fois que tous ces trucs ils seront positionnés, ben, dans le potager on pourra se dire, tiens, où est-ce qu'on fait les tomates, où est-ce qu'on fait le machin. Et puis une fois qu'on en sera là, tiens, mais où est-ce qu'on met quelle variété de tomates et qu'est-ce qu'on met à côté, on va aller plus vers le détail, mais on va commencer par le global. En gros l'idée c'est d'économiser le... C'était une connerie de le faire là, on va le faire ailleurs, on va tout refaire. Donc on va essayer de s'économiser de l'énergie. Intégrer plutôt que séparer. Ça veut dire faire en sorte que, je vais souvent revenir sur cette notion de systémique, de voir son projet comme un système global composé d'éléments. Et chaque élément, il va falloir qu'il fasse partie du système, qu'il soit connecté aux autres éléments. Plus vos éléments seront interconnectés. Donc il y a une phrase où c'est des principes mais qui sont cités comme ça plus par Bill Mollison, on les verra après. Faire en sorte que chaque élément ait plusieurs fonctions et que chaque fonction du système soit remplie par plusieurs éléments. Ça on va le voir beaucoup plus en détail parce que celui-là il est quand même très important. Et puis il est en plus d'être important, il est intéressant, c'est presque un jeu au final, de voir quelles sont les différentes fonctions que pourrait avoir chaque élément et comment on pourrait le positionner pour que ce soit encore plus rentable, plus productif. Ça peut devenir très amusant. Non, je suis encore sur celle-là. Solution à petite échelle avec patience, donc pas vouloir aller trop vite, pas aller plus vite que la musique, pas vouloir faire trop grand, trop vite, et ça c'est un truc, je sais pas, voilà, c'est assez classique. En général, je vois souvent des gens qui rigolent et me disent, ah ouais, moi c'est exactement ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à venir ici, j'ai planté des arbres qui étaient tout au bout là-bas. Il y avait un endroit qui me plaisait beaucoup, c'est pas non plus au bout du monde, il est à 50 mètres d'ici. Ce jardin, au bout d'un an, il était complètement oublié, complètement enherbé parce que c'était trop loin. Commencez petit, commencez vraiment au cœur de votre projet. On va le voir encore plus ça dans le design. Cherchez pas à faire trop grand, cherchez pas à faire trop gros. Vous voulez être producteur de, je sais pas moi, de n'importe quoi. Moi j'étais producteur de plantes. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à la ferme à côté d'ici, dans un dôme qui ressemblait à celui-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez la surface que fait un dôme comme ça, où j'arrivais à le remplir, à vendre quelques plantes, où j'avais un peu de pertes, mais pas tant que ça. Quand je suis arrivé ici, je suis dit, waouh, j'ai vachement de plantes, de place, 250 mètres carrés, je l'ai rempli la serre. Vous aurez vu la taille du tas de compost. À la fin de ma saison, le tas de compost était des pieds de tomates. Tous mes pieds de tomates, j'en ai vendu à peu près autant que je vendais l'année d'avant, peut-être un peu plus. Mais j'en ai produit beaucoup trop, j'en ai jeté. Voilà. Donc là, du coup, j'ai appliqué l'autorégulation. Et je me suis dit, bon, on va produire au moins. On va essayer de jamais avoir de surplus. On va essayer de toujours avoir juste ce qu'il faut. Voire un tout petit peu de surplus. Ça veut dire un peu de perte. Voire plutôt, j'essaye maintenant d'en avoir juste pas assez. Et au moins, je sais que j'ai aucun gaspillage, pas de perte. Et que j'ai pas à passer ne serait-ce que 5 minutes à travailler en trop pour quelque chose que j'aurais pas vendu derrière. C'est très difficile, donc c'est là qu'on va essayer de favoriser l'autorégulation tous les ans, s'adapter à la demande. Mais voilà, c'est pas évident. Mais en tout cas, y aller doucement, c'est plus facile. Alors, utiliser et valoriser la diversité. Alors là, j'ai mis volontairement diversité, pas biodiversité. Comme ça, on va s'adapter à tous les systèmes. Pour les systèmes agricoles, la biodiversité, c'est très intéressant.
plus il y aura de choses différentes dans vos systèmes, plus il y aura d'éléments, plus il sera stable. Quand on fait un compost, plus on met de produits différents, plus on met de choses différentes dans le compost, il sera bien. Dans l'alimentation, plus vous allez manger de choses différentes, en meilleure santé vous serez. Bon, ça dépend de la qualité des aliments, mais en tout cas la diversité est toujours intéressante. Et puis, plus vous aurez de relations différentes dans votre entourage pour rester sur l'humain, mieux ça sera. Souvent, quand on se lance dans le bio, dans la permaculture, dans les produits naturels, et que le voisin il fait du conventionnel, il fait du chimique, et puis il laboure, ça, hein, c'est de la merde ce qu'il fait, quoi. Et puis on va bien le lui faire comprendre. Ça rappelle des choses ou pas? Donc, si on commence à penser comme ça, est-ce que vous pensez que c'est ça la solution pour faire réagir les gens? Est-ce que, je sais pas, dans les gens qui ont des enfants, est-ce que dire à son enfant c'est nul ce que tu fais tous les jours, est-ce que c'est ça qui fait qu'il va changer? Non. Moi, ma solution, ce serait plutôt d'aller vers lui et de se dire, je sais pas, moi, est-ce que moi, je suis pas fils d'agriculteur, j'ai pas été agriculteur depuis bien longtemps. Alors, maintenant, j'ai étudié un petit peu, ça fait quand même quelques années que je suis dedans, mais au début, j'y connaissais rien du tout. Le compte d'agriculteur à côté là, qui est agriculteur depuis des générations, même si je suis pas pour le labour et que je vais pas utiliser de produits chimiques, le sol il sait comment ça fonctionne. Le climat il sait comment ça fonctionne. Si la météo elle dit qu'il pleut dans 3 jours et que lui il dit qu'il pleut pas, je pense qu'il pleuvra pas. Perso. Après des fois il se trompe aussi, mais moins souvent que la météo. Il y a même d'autres choses qu'on pourrait voir. Alors moi je suis contre le travail de tracteur par exemple. Sur mon terrain je veux pas de tracteur. Par contre le voisin lui il en a un. Si un jour je fais une fête et qu'il y a un copain que j'ai fait la connerie de le laisser partir un peu sous et qui s'est mis dans le fossé, avec mes petits bras je la sortirai pas la voiture du fossé. Le voisin qui a un tracteur, je serais bien content que ce soit un copain et que si je vais le voir en disant est-ce que tu peux sortir le copain qui est dans le fossé, je préfère qu'il me dise ah mais merci super et puis je vais venir t'aider et puis merci tes tomates elles étaient super bonnes et tout ça, plutôt qu'il me dise là t'es bien content que je l'ai un tracteur, ben t'es à te faire voir. Donc voilà, soyez copains avec tout le monde, mais il ne faut pas être copains juste pour profiter d'eux, hein. C'est juste, si vous êtes conscient qu'on a tous des choses à s'apporter, c'est très bien. Moi j'aime bien même aller un peu plus loin, je me lance un peu en politique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je suis moi plutôt écolo, plutôt, je ne sais pas si je dois dire de gauche parce que je ne connais rien, droite et gauche, mais écologie, nature, environnement. Par contre, quelqu'un qui serait Front National, qui serait de droite, qui serait, je sais pas moi, tous ces trucs, je pense qu'ils ont quand même des choses à m'apprendre. Peut-être qu'ils connaissent mieux la politique que moi et qu'ils savent un peu comment ça fonctionne et qu'ils auront des choses à m'apporter. Je dis pas qu'il faut être d'accord avec tout le monde, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ne pas se tirer dans les pattes, je pense qu'on aurait des choses à s'apporter. Si vous arrivez à être, pour revenir sur l'agriculteur, si vous arrivez à être copain avec l'agriculteur qui ne fait pas des choses comme vous, il a des enfants, vous avez des enfants, ils sont copains, les enfants ils viennent chez vous, et puis ils s'amusent autour de la mare, et puis ils vont chez le papa à côté, papa moi aussi je veux une mare dans mon jardin, et ben peut-être que le papa il va se dire ah ouais bah allez ouais, ça a l'air cool, je vais faire une mare, et là vous avez peut-être transmis des choses. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure. Alors celui-là comme ça je sais pas s'il est trop facile à comprendre, mais les connexions, les interfaces entre les différents éléments, souvent entre les différents écosystèmes, si on va d'abord se baser sur comment ça se passe dans la nature, on verra après comment on peut appliquer ça à tout le reste. On va parler de diversité dans les écosystèmes. Imaginons une forêt dans laquelle il y ait une centaine d'espèces animales, végétales différentes. En vrai, il y en a beaucoup plus. Imaginons qu'il y a une centaine d'espèces dans la forêt, et puis imaginons une prairie à côté, dans laquelle il y a aussi une centaine d'espèces. La zone qui est entre les deux, qu'on appelle donc la bordure, la lisière, est-ce que vous imaginez à peu près à quoi ça ressemble, la lisière? Là, vous voyez la forêt, si on fait typiquement une forêt, c'est des chênes, des hêtres, hein, avec quelques petits trucs qui poussent dessous. Et une prairie, c'est quelques herbes, avec voilà, un peu de vie qui grouille là-dedans. La lisière, c'est des pruneliers, des aubépines, des ronces, des oiseaux qui viennent nicher là-dedans. Dans la lisière, il y a toutes les espèces de la forêt qui y vivent, donc une centaine. Pour rester sur cet exemple, toutes les espèces de la prairie qui vivent un petit peu aussi une centaine, ça fait déjà 200, et puis tout un tas d'espèces qui sont adaptées juste à cet endroit où c'est beaucoup plus riche que partout ailleurs. Donc les lisières, c'est là où ça devient un peu explosif. Une prairie et une mare, la zone la plus riche, c'est la bordure de la mare où il y a plein de choses qui poussent, plein de choses qui viennent se reproduire, plein de choses qui viennent boire, plein de choses qui viennent se nourrir à cet endroit qui est beaucoup plus riche. Donc la lisière, c'est souvent là que c'est hyper productif. Pour faire le lien avec l'humain, et l'exemple il est assez simple à comprendre, imaginons un charpentier
bah, lui tout seul il sait faire de la charpente. Un électricien, et vous allez vite voir où on va en venir, un électricien lui tout seul bah, il sait faire des connexions électriques. Un plombier lui il sait connecter des tuyaux et voilà, il sait monter un lavabo, mais s'il n'y a rien sur quoi monter le lavabo, son lavabo il tient pas debout. On va dire quoi, un maçon en plus, voilà, lui il sait monter des murs mais pas plus. Et bien si on met tous ces gens ensemble, qu'est-ce qui se passe dans l'interconnexion, c'est quoi? C'est une maison. Alors que chacun d'eux séparément ils ne savent pas faire de maison. Un homme et une femme qui s'interconnectent, ça produit alors des enfants, ça produit l'humanité, ça peut faire beaucoup de choses derrière. Donc en gros, voilà, l'idée c'est de toujours, on en revient encore à nos histoires d'éléments qu'on connecte entre eux, et plus on arrive à connecter les choses ensemble, plus on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui apparaissent auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et le dernier, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de limite en gros. C'est la seule limite, c'est l'imagination. C'est la traduction un peu de ça. Ça va réagir de manière créative à tout ce qu'on fait. Alors je ne sais pas si il va y avoir des exemples qui vont venir là comme ça. Mais tiens, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais essayer de la faire vraiment un résumé. L'histoire du jardinier qui va tous les jours à la rivière et il va remplir ces 2 jarres là qu'il porte sur son dos avec sa barre, avec ces 2 gros trucs pleins d'eau là, il remonte à son jardin pour arroser. Vous la connaissez cette histoire ou pas? Il y en a qui la connaissent pas, génial. Donc ces 2 jarres, il y en a une des 2 elle est fendue, elle est cassée, quand il arrive à son jardin, il a perdu la moitié de son eau. Et donc, lui il fait son truc. Bon là il faut avoir un peu d'imagination, c'est de la science-fiction. Les jarres elles pensent, elles parlent. Et un jour la jarre fendue elle dit à son jardinier, je suis désolé, moi je m'aperçois bien que l'autre jarre elle arrive pleine au jardin et que moi je te rends que la moitié des services que je pourrais te rendre. Et le jardinier lui dit, bah écoute, ouvre tes yeux de jarre, donc c'est encore plus là, elle a des yeux en plus, et regarde le bord du chemin. Et donc il revient avec ses 2 jarres sur le dos, avec sa jarre fendue, il arrive au jardin, la jarre est la moitié vide. Par contre, tout le long du chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté des fleurs, et comme ça, la jarre qui perd de l'eau, elle a arrosé tout le chemin. Donc voilà, en gros, ça veut dire qu'avec de l'imagination, tout ce qui ne marche pas pourrait devenir quelque chose de hyper intéressant. Et voilà, et donc la limite, c'est l'imagination, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, ça va? Allez, encore un peu de temps. Donc ça, là c'est plutôt, on va voir quelques principes qui ont été donnés plutôt par Bill Mollison. Donc. Lui, il avait une vision un peu plus, je sais pas, philosophique, spirituelle, naturaliste. David Holmgren, l'autre, lui, c'était plus la vision scientifique cadrée. C'est lui qui a fait de la permaculture quelque chose de très design, de très structuré. On va revenir sur beaucoup de choses qu'on a déjà dit. Travailler avec la nature et pas contre. Si vous allez contre la nature, ça va être quelque chose qui va revenir tout le temps. Moi, ça c'est un sujet qui revient, mais tout le temps. Tous les ans, plusieurs fois par an, on parle de pucerons, on parle de limaces. Et la question qui revient souvent, c'est comment tu fais contre ça? Tu fais quoi contre les pucerons? Tu fais quoi contre les limaces? Donc il y a plein de solutions, hein. On peut mettre des insecticides, des savons noirs, on peut mettre des trucs naturels. Un insecticide naturel, un insecticide sélectif, il paraît qu'il y en a, j'en connais pas, mais un insecticide sélectif, ça va quand même tuer tous les pucerons et toute la vie qu'il y a autour du puceron. Si on fait contre ça, on va peut-être un jour réussir à se débarrasser des pucerons sur notre terrain, mais c'est un combat continu, il faut limiter le puceron, et le temps qu'on passe à faire ça, on ne le passe pas à faire autre chose. Le jour où on va s'arrêter dans ce combat, le puceron il n'a pas disparu de la planète, j'espère qu'il ne disparaîtra pas, le puceron lui va revenir très vite, et on va se faire tout bouffer parce que notre système il n'est pas stable. L'idée c'est plutôt de faire avec et de comprendre comment ça fonctionne. On va voir dans la nature, est-ce que vous avez déjà vu dans la nature, une vraie nature naturelle, alors on n'en voit pas beaucoup, ça, en France il n'y en a pas, mais dans la nature en tout cas, même si elle n'est pas complètement naturelle, est-ce que vous avez déjà vu les plantes ravagées par les pucerons? Non. Voilà, donc c'est qu'il y a forcément des solutions, il y a moyen de faire quelque chose qui marche comme ça. Donc on va essayer de favoriser les prédateurs du puceron, et puis ça va se stabiliser. On peut faire pareil avec tout, avec les limaces, on va favoriser le prédateur de la limace, et ça finit par se réguler. On va accepter de ne pas avoir 100% de notre récolte pour nous, accepter qu'il y a des pertes, selon comment on le voit, ça c'est les guillemets, tout le monde le voit, parce que c'est pas vraiment des pertes. Moi par exemple j'ai l'image du jardin des fraternités ouvrières en Belgique, parce qu'il y en a qui ont entendu parler, il y en a qui n'ont pas entendu parler. Donc c'est une forêt fruitière, on va dire,
Il fait 2-3 000 m², même moins de 3 000 m², il me semble. Il y a du genre 3-4 000 espèces d'arbres différentes et du genre 10-15 000 plantes différentes. Donc ça veut dire plus qu'un arbre au mètre carré et plus de 5-10 plantes au mètre carré en plus des arbres. Donc c'est des trucs vraiment, ça pousse dans tous les sens. La fois où j'y suis allé, moi j'y suis allé une fois, il y avait des fruits pourris par terre en train de se faire bouffer par les guêpes et tout ça. Des fruits attaqués par les oiseaux, avec les oiseaux on les voyait bien en train de manger des fruits. Et après donc la visite du jardin, il y a eu un petit cours avec Gilbert, donc le gars qui gère ce jardin. Et une personne qui lui demande, mais vous avez quand même, enfin qui lui dit, vous avez quand même beaucoup de pertes. Ce mot toujours perte, avec voilà les oiseaux qui mangent tout ça. Et il dit, mais pertes, où est-ce que tu as vu des pertes? Et oui, ben, j'ai vu des guêpes qui mangeaient, des oiseaux qui mangeaient les fruits. Il dit, ah mais non, mais ça, mais je nourris mes ouvriers, il faut bien que je nourrisse mes ouvriers, c'est pas des pertes, c'est juste moi, les guêpes qui mangent ça, à côté elles vont réguler d'autres insectes, les oiseaux qui mangent mes fruits, à côté ils vont manger certains insectes ravageurs, c'est mes ouvriers, ils travaillent pour moi, il faut bien que je les nourrisse. Donc voilà, essayez de voir un peu les choses différemment, sortir un peu du registre, une production, il faut qu'elle soit stable, il faut qu'on ait tout pour nous, il faut que les légumes ne soient pas abîmés. Je sais pas si vous avez essayé de goûter une figue, une pomme un petit peu attaquée par un insecte. Je sais pas si c'est meilleur, parce que c'est pas l'insecte qui va le rendre meilleur, mais en tout cas, si le fruit se fait manger, c'est qu'il est mûr et qu'il est bon. Les fruits attaqués par les oiseaux, souvent, ils sont plutôt bons. Oui, c'est ça que j'ai vu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ils sont meilleurs que ceux à côté qui ne sont pas encore attaqués. Voilà, c'est ça. Et voilà, par contre, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé de maladie transmissible à l'homme par les insectes. Donc, un insecte qui mange un fruit, le fruit ne devient pas toxique. Si le fruit pourrit, bah, peut-être ne le mangez pas. Mais un fruit, un légume qui est juste attaqué, il n'y a pas de souci. Oui. Juste redonner le nom de la forêt. C'est le jardin des fraternités ouvrières à Moucron, en Belgique. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller le voir aujourd'hui, ce jardin, parce qu'il est vieux, Gilbert, et il s'en occupe de moins en moins. Moi, je suis allé le voir il y a 5-6 ans, c'était limite. Par contre, il y a des vidéos qui montrent un peu voilà, comment ça fonctionne. Il a fait un DVD qui s'appelle La jungle étroite. C'est, je sais pas si vous voyez 2000 m², ce que c'est. Moi là, le jardin fait plus de 7000 m². Donc c'est vraiment très petit. On s'y perd vraiment dans ce jardin. C'est assez incroyable. Donc le problème, c'est la solution, c'est au final se dire il n'y a pas de problème. C'est toujours voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans ce qu'on prend pour un problème. Est-ce que j'ai un exemple là qui va me venir comme ça? Il est un peu fort celui-là. Je suis envahi de chien-dents. Je veux cultiver des tomates et je suis envahi par du chien-dent. Ben, le chien-dent c'est médicinal. Au lieu d'arracher le chien-dent, ben, on va le récolter. Et on va l'utiliser comme plante médicinale et le vendre comme plante médicinale. Essayez pas d'aller vendre ça sur les marchés, ça ne fonctionne pas. C'est du vécu, moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des gens sur le marché essayer de lancer une production de chien-dent. Je ne sais pas s'ils m'avaient entendu dire ça et qu'ils ont juste lancé, donc maintenant je dis ne le faites pas. Mais par contre, il y a des herboristeries, il y a des pharmacies, des centres pharmaceutiques qui sont prêts à récupérer ça. C'est vraiment une plante médicinale super intéressante. Donc je ne vais pas m'étaler sur le chien-dent, mais en gros c'est, voilà, si vous avez un problème qui arrive, essayez pas de lutter contre le problème, essayez de vous dire, c'est peut-être pas un problème, c'est un fait. Tiens, oui, voilà, celui-là il est mieux. On parlait tout à l'heure de frelons asiatiques, je savais qui c'est avec vous, hein, ouais. Le frelon asiatique, pour certains, c'est un drame, il faudrait essayer de lutter contre, il faudrait essayer de le faire disparaître. Il y a plein de choses qui ont été vues par rapport au frelon, et donc ce que je racontais tout à l'heure, c'est un des tests qui a été mené, c'était de mettre des muselières, donc en gros des grosses cages sur les ruches, avec des trous assez gros pour que les abeilles puissent passer, mais assez petits pour que le frelon, lui, ne puisse pas trop s'approcher de la ruche. Vous savez, le frelon asiatique, par rapport au local, donc il s'attaque un peu plus aux abeilles, et surtout il fait un vol stationnaire, là, donc il se met en vol stationnaire devant la sortie de la ruche, et puis l'abeille, quand elle sort sur sa planche d'envol, donc la ruche est fermée avec le petit trou pour qu'elle sorte, elle peut sortir que par là, l'abeille. Le frelon, il est là, il l'attend, il l'attaque, et puis il la bouffe, et ça décime pas mal de populations. La muselière, elle fait que l'abeille, elle peut sortir par ce petit trou-là, et puis décider par où elle va prendre son envol. Elle voit le frelon qui, lui, ne peut pas rentrer, mais il est là, il l'attend, elle décide de partir par là, et elle s'en sort. Les frelons arrivent quand même à en manger quelques-unes des abeilles, et c'est là qu'on voit que, juste régler ce problème, ça apporte encore d'autres solutions qu'on n'avait pas imaginées derrière. Le frelon, il va quand même en attaquer quelques-unes des abeilles, il va quand même en tuer quelques-unes, il va tuer les plus lentes, les plus faibles, les plus fragiles. Je ne sais pas si vous connaissez un peu en apiculture, un des plus gros problèmes qu'on a, c'est le varroa. C'est un acarien qui s'attaque aux abeilles et qui affaiblit les colonies.
eh ben, le frelon, il s'attaquait plus aux abeilles faibles, donc plus attaqué par le varroa. On s'est aperçu sur les zones de test où il y avait des ruches avec la muselière, avec stockage, et des ruches sans. Dans les ruches avec la muselière, il y avait moins de problèmes de varroa. Donc au final, le problème du frelon asiatique devient une solution contre le varroa. Et ça, avec un peu d'imagination, rappelez-vous le dernier principe, on pourrait voir ça dans tout ce qu'on dit. Faire de moindres changements pour les meilleurs résultats possibles. Donc là les petits exemples, mulch. Donc si on a un terrain qui est bien sec, pas de couverture, il paraît qu'un binage vaut 2 arrosages, bah, il paraît qu'un paillage vaut 10 ou 15 arrosages. Donc voilà, faire une petite couverture, on prend le temps de mettre une petite protection et ça sera plus productif derrière, il y aura besoin de moins arroser, on perdra moins de temps pour l'arrosage, donc ça va apporter pas mal de solutions. Pareil pour les toilettes sèches. Est-ce que vous savez l'énergie, le temps, humainement que ça prend, la construction d'une station d'épuration et une station d'épuration qui déborde parce qu'on envoie beaucoup d'eau, les drames médicaux, je sais pas, l'an dernier ou il y a 2 ans, l'an dernier il y a eu beaucoup de pluie, ça a fait déborder des stations d'épuration en Bretagne, toutes les huîtres bretonnes ont balancé de la gastro dans toute la France. Donc, on voit beaucoup de solutions locales aux toilettes sèches, forcément on économise de l'eau, on produit de la ressource pour nous, mais surtout on allège le travail des stations d'épuration, c'est déjà un travail énorme, et si on faisait tous nos besoins dans de l'eau potable et qu'on envoyait tous ça là-bas, on est de plus en plus nombreux, les stations elles n'arrivent pas à suivre, et on a des problèmes au niveau de la potabilité de l'eau à cause des stations qui débordent, enfin on a énormément de problèmes. Donc non seulement on apporte plein de solutions pour nous, mais on apporte des solutions globales pour nos sociétés, donc voilà, ça peut être énorme. Sans parler de l'énergie requise pour les châteaux d'eau pour faire monter l'eau jusqu'à une certaine hauteur. Ouais, voilà, donc ça apporte énormément de solutions. Bon, phytoépuration, ben voilà, un peu pareil. Alors, le premier, je ne vais pas forcément m'étaler dessus, c'est pareil, c'est l'imagination qui fait que ça peut aller beaucoup plus loin. Sur une surface donnée, on pourrait faire un verger et se dire, tiens, moi je fais un verger et je produis du fruit. On pourrait se dire, sur ce verger, il y a de la place sous les arbres, je vais y mettre des poules. On pourrait se dire, avec les poules, je pourrais y mettre des ruches. Il paraît qu'en plus, les poules, elles arrivent à choper les frelons asiatiques quand il fait son vol stationnaire. Lui, il est fixé sur son abeille qui va attaquer, il voit pas la poule qui arrive, et pouf, la poule elle arrive, elle le bouffe. Donc, mettre ça ensemble, ça marche. On pourrait se dire, je sais pas, moi, on pourrait faire une zone de compostage sur cette même zone de verger. Le compost, il y a juste à le traîner sous les arbres après. Les poules vont se nourrir des vers qu'il y a dans le compost. On pourrait, avec de l'imagination, sur une même surface, augmenter la production et avoir au final un projet qui va être illimité. On pourrait avoir un lieu là qui est tellement productif et tellement beau en plus, avec ses vergers, ses poules, ses abeilles, des zones aquatiques et tout ça, se dire on pourrait faire de l'accueil de public, de personnes pour faire de la balade, tout ça. On pourrait faire de la formation là-dessus. On pourrait faire des cours sur la taille des arbres fruitiers, on pourrait faire voilà, un conservatoire de variétés fruitières, donc avec tout plein d'arbres différents, et on fait conservatoire. Voilà, c'est illimité, et il n'y a pas besoin à chaque fois de trouver un autre endroit pour faire autre chose sur une même surface, c'est la seule limite, toujours pareil, c'est l'imagination. Tout jardine, tout a un effet sur l'environnement, tout a un sens dans le système. On en revient à l'idée, c'est pas de faire contre la nature, c'est de faire avec, tout a un sens dans le système. Vers de terre, poules, oiseaux, maisons. Donc ça c'est simple. C'est le ver de terre, on sait qui travaille le sol, qui remonte la matière organique. On sait que les poules elles produisent du guano et d'autres choses. On verra plus en détail la poule tout à l'heure. Les oiseaux, ils ont des déjections qui sont hyper riches et puis ils vont réguler, ils vont manger les papillons, il y a les pierrites du chou et tous ces trucs qui nous embêtent un peu des fois. La maison, elle produit des déchets organiques, elle produit des déchets de cuisine, elle produit pas mal de choses. Elle produit de l'ombre, elle produit de la chaleur, elle produit pas mal de choses. Voilà. Par contre, les limaces, le plus souvent, le mildiou, c'est déjà plus dur de voir que ça aussi, ça a un intérêt. Je vais pas détailler puceron limace, on a vu un peu tout à l'heure. L'intérêt du mildiou, c'est quoi? Renforcer la plante. Le mildiou, il finit par la tuer, la plante, il ne survit pas au mildiou. Il nourrit la limace. Alors attends, il y a eu avant. Montrer que ta technique de culture est pas bonne. Tu es déjà venu toi, non? Tu disais quoi? Il y a eu un truc là. Il nourrit la limace. Le mildiou, ouais. Alors la limace peut se nourrir des spores de mildiou, mais si elle mange les spores, du coup, t'as pas eu le temps de voir que la plante avait du mildiou. On sélectionne les plantes les plus faibles pour les décimer et les sélectionner les plus fortes. C'est ce qui vient d'être dit du coup.
Moi, le mildiou, je le vois comme, donc, c'est quelque chose qui vient de me rendre service. Donc, il me montre que mon système, il n'est pas bon. Le mildiou, il arrive dans quelles conditions? Trop humide, une plante qui a été blessée, une plante qui est faible, qui l'a eu et qui le passe à toutes les autres. Donc, si, imaginons, tous les ans, les pieds de tomates, ils chopent le mildiou, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'arrête les tomates. Je ne suis pas dans le bon climat. Je n'ai pas les bonnes méthodes du tout, mais après si tout est long, c'est vraiment pas le bon climat, il faut que j'arrête. Ça c'est ce qui se passe par exemple à La Réunion. Selon l'altitude où ils habitent à La Réunion, il y a des endroits où la tomate, on ne peut pas la cultiver. Ou alors on pourrait, mais à coup de comment c'est le truc bleu là, Le bouillie bordelaise. bouillie bordelaise, ouais. Ouais, avec ça on pourrait, mais bon, du coup c'est pas l'idée. Si tous les ans, quelques pieds attrapaient le mildiou, par-ci par-là, il y en a qui l'avaient, ben là du coup je pourrais me dire autre chose. Est-ce que j'ai fait différentes variétés de tomates et sur certaines variétés elles l'ont toutes eu, j'arrête cette variété, trop fragile. Si sur une variété, certaines l'ont eu, d'autres l'ont pas eu, et c'est là que c'est intéressant, ça c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est rare qu'une variété l'ait toutes et pas les autres, en général il y en a quelques-uns qui l'ont. Et bien juste le mildiou il m'indique, est-ce que la notion d'individu, d'espèce, ça vous parle? Donc on va dire que chaque variété, là on n'est plus sur l'espèce, on est les variétés, chaque variété différente est composée de différents individus. Nous on est tous des humains, mais on est tous des individus différents. On a des génétiques qui sont légèrement différentes. Sur toutes mes variétés de tomates, sur chaque variété, on va dire qu'il y en a quelques-uns qui l'ont eu. Ben, le mildiou il me dit cet individu-là, fragile, par rapport au mildiou. Après ça pourrait être par rapport à d'autres choses. Et par contre si là-dedans il y en a qui l'ont pas eu, le mildiou il me dit, cela par contre moi j'ai pas réussi à m'y attaquer, lui il est trop fort. Tu peux récupérer les graines sur cela. Et si tous les ans tu fais ça, tu vas finir par petit à petit avoir des variétés qui sont plus résistantes au mildiou chez toi, pas chez les autres. Si tu le fais chez quelqu'un d'autre, peut-être que sous son climat à lui ou à elle, le mildiou lui il va réussir à s'y attaquer plus facilement et ça sera différent. Mais en tout cas en faisant ça, par sélection tu vas réussir à adapter. Et au final le mildiou c'est plus l'ennemi à abattre, ou quand ton pied il a du mildiou, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrache, on le brûle, attention c'est vraiment l'ennemi. Bon non, un pied qui a du mildiou, soit on finit de récolter les quelques tomates qu'il y a dessus, on va jusqu'au bout et puis une fois que là on voit qu'il est au bout, on le coupe, on le couche au sol pour libérer cet espace et on plante autre chose dedans et on passe à autre chose. Mais c'est juste, bon voilà, lui il est faible, mais par contre sa matière est encore intéressante. Le mildiou, souvent, moi, quand il y a des gens qui me disent « ouais non mais d'accord, je veux bien, mais après tu le vires quand même du jardin ». Mais non, après moi, les autres ne le prendront pas le mildiou. Puisque les autres, l'idée c'est qu'ils soient résistants. Et si les autres le prennent, c'est qu'ils ne sont pas assez résistants. Et voilà. Je sais pas si vous... C'est pas une mauvaise manœuvre de nous, le mildiou. Si, ça ça peut, ça peut, ça peut. On fait quelque chose qu'il fallait pas aussi. Ça peut. Après, ça peut être. forcément C'est vrai que je suis pas allé jusque là. Ça peut être sous certaines méthodes, on va dire. À un endroit ils l'ont pas eu, à d'autres endroits ils l'ont eu. Ça peut être parce que là on les a mis tous les uns sur les autres. Il y en a un qui l'a eu, il l'a fait passer aux autres. Donc là, moi, par exemple, maintenant, je fais plus. Avant, je faisais mes planches de tomates, c'était 2 rangs de tomates. Là, je fais plus 2 rangs, je fais toujours un seul rang. Ça fait de la place pour mettre autre chose avec. J'ai mis tomates, pommes de terre. Voilà, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui disent, et d'ailleurs il y aura une suite à cette vidéo, c'est en général si on ne les fait pas ensemble, c'est juste parce que les patates attrapent le mildiou, elles sont en fin de vie plus tôt, donc elles finissent fragilisées, elles finissent par attraper le mildiou, et ça pourrait le passer aux tomates. Mais du coup, en le voyant comme ça, vu que le mildiou c'est pas un ennemi, et que mes tomates, moi, sont résistantes au mildiou, elles ne l'auront pas. Donc ça peut être, voilà, selon vos méthodes de culture, si elles l'ont toutes, peut-être qu'il va falloir plus aérer les tomates, les mettre plus un seul rang et assez écartés les uns des autres qu'elles ne se touchent pas, et au moins elles ne se le feront pas passer. Mettre d'autres plantes en association avec pour freiner un peu le développement du mildiou. Si on n'enlève pas les gourmands, ça fait une plante beaucoup plus touffue. Donc l'air circule moins bien, donc plus d'humidité dans la plante, donc plus de risque de mildiou. Si on enlève les gourmands, on blesse la plante. Blessure, maladie, donc plus de risque de mildiou. Donc quoi que vous fassiez, le mildiou il sera là, vous inquiétez pas, il est prêt. Je fais les choses un peu différemment. De mon côté, j'enlève une partie des branches qui est en bas.
Et ensuite, tout ce qui est au-dessus, Pour que je ça le touche laisse. pas le sol, Voilà, ouais. c'est ça, pour que ça touche Ça, pas je le pense sol. que c'est une des méthodes les plus pratiquées maintenant. On enlève un peu au début, et puis après, soit parce que c'est notre méthode, soit parce qu'on n'a plus le temps, qu'on n'y pense pas et que ça va trop vite. Ah, mais- Voilà, moi c'est plus pour ça que je les enlève pas pour la suite. Ouais, moi je me suis aperçu aussi que c'est Au que début. ça les protège et elles grillent pas le soleil. Voilà, c'est ça. Cette année, c'était le le soleil, soleil, sur les d'avoir tomates. quelque chose de touffu. Exactement. Parce que ça a gardé l'humidité. Et puis moi maintenant, je vais même faire des ombrières dessus. Ah Les faire pas loin des arbres. Ah oui, ouais. Les faire autour des arbres, assez loin, avec Ouais. des ficelles, des tomates attachées aux branches des arbres, pour que au début elles sont au soleil, et puis plus elles poussent, plus elles vont se mettre à l'ombre des arbres. Moi, j'ai pensé mettre des chaleurs Ouais. le pain. Ouais. Et comme ça, faire revenir avec la chaleur protège. Voilà, moi je vais faire peut-être deux sur certaines zones avec de la vigne. Comme ça l'hiver, les feuilles tombent, il y a vraiment du soleil en dessous. Et puis l'été, il y a du feuillage qui fait un petit peu d'ombre. Voilà, vous voyez, vous avez déjà pas mal d'imagination. J'ai grimpé dans les tournesols multifleurs, les grands tournesols multifleurs. Ouais. Ça Et qui accroche, font elles se parasol posent en haut. dessus. Du coup, Ouais, ben voilà. c'est pas de problème. Des solutions, il y en a beaucoup, beaucoup en fait. Donc, l'idée c'est d'observer, de comprendre comment fonctionne votre élément pour pouvoir mieux l'interconnecter avec le reste. On va juste détailler le poulailler pour que vous voyez un peu l'idée. Vous allez voir votre système comme quelque chose de composé de plein d'éléments. Et chacun de ces éléments, on pourrait prendre le temps de réfléchir à de quoi il a besoin et qu'est-ce qu'il nous apporte, c'est quoi ses caractéristiques et qu'est-ce que ça va apporter d'avoir ça. On va faire l'exercice pour le poulailler. De quoi ça a besoin un poulailler et qu'est-ce que ça apporte. Alors qu'est-ce que ça apporte plutôt? Des œufs. Les œufs, De l'engrais, des plumes. Des plumes. Ça désherbe. Voilà, ça gratte par terre, ça C'est des herbes naturelles. Ouais. Ça prend soin des serpents. Ouais. Est-ce que c'est un avantage ça? Ça dépend. Ça dépend. Allez. S'il n'y a pas beaucoup de poules. Ça amuse les enfants, et pas que. Nous, le poulailler, il va revenir, il y a encore le panneau là, il va revenir là bientôt. Et du coup, à une époque, on faisait. Alors j'en étais à 8. Donc le poulailler était juste ici, du coup il y avait les cours là, avec les poules ici, le repas à midi ici. Vous savez, normalement on récupère les déchets, on met dans un seau, on va amener au poulailler. Là il y avait juste à faire hop. Donc voilà, c'était hyper intéressant aussi. De la chaleur, génial. Apprends à prendre soin de Voilà, ouais, prendre soin aussi. Le bruit que ça fait les poules, le chant du coq le matin. Alors, pour certains, c'est un inconvénient. Moi, perso, je trouve ça génial d'avoir, je sais pas, un coq qui me signale qu'il y a de la vie, quoi. C'est l'heure de se lever. Moi, je suis le verbe lu, moi. Mais c'est l'heure de se lever, ouais. Dans le monde agricole, c'est peut-être bien d'avoir ça comme réveil, ouais. Non? En général, ouais. Ça n'a pas plu à tout le monde. En général, non, en général, t'es réveillé avant lui, c'est en général. Ouais, en général, ouais. Après, alors de quoi ça a besoin, de nourriture et tout ça, moi je vais juste m'étaler sur les poules, sur les besoins du poulailler et par rapport à la ponte et de voir comment le fait d'interconnecter différents éléments, qu'est-ce que ça peut apporter et même des choses auxquelles on ne s'attendait pas. À côté de ça, moi j'ai donc la grande serre, là on l'a démontée, on va la refaire bientôt. Dans la grande serre, je fais une petite serre dans laquelle je mets vraiment mes plantes fragiles, dans laquelle je fais mes petits semis au printemps, sur des périodes où il peut y avoir des gelées, et puis mes plantes qui sont un peu fragiles, l'hiver, quand il fait moins 10, moins 15, voire encore moins, dehors, j'ai un petit chauffage d'appoint, un petit truc électrique, une nappe chauffante ou un petit radiateur de salle de bain. Vu que la serre, il y a une grande serre, une petite serre, un tout petit chauffage, ça suffit à avoir quelque chose de tempéré. Mais bon, ça demande quand même un peu d'électricité. Donc là, on a un élément. On pourrait faire pareil pour la serre qu'on a fait pour le poulailler. La serre, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de quelque chose qui soit hors gel, j'ai besoin de protection pour mes plantes. Et à côté, on a l'élément poulailler. Dans tout ce que ça produit, le poulailler, il y a toi, tu avais dit? Je crois que c'est toi ou quelqu'un par là qui avait dit de la chaleur. C'est toi. Ah, j'étais pas loin. Ça produit de la chaleur. Donc là, on a un élément qui produit de la chaleur et on a un élément qui a besoin de chaleur. Hop, on les met ensemble. Du coup, moi, mon système, c'était, bon, je ne sais pas si vous voyez un peu les grandes tables comme j'ai là, mes tables de travail elles sont assez hautes. Les plantes, elles sont stockées sur les tables. Il suffit juste, comme là, on mettrait un grillage sur les bords, là, hop, avec les poules qui sont en dessous. En plus, comme ça, elles sont protégées sur la table, elles sont un peu dans le noir. Pour pondre, tout ça, c'est plus pratique, elles se sentent un peu en sécurité. Mais les poules, vu qu'elles dégagent de la chaleur, mais j'avais plus besoin de chauffage électrique pour avoir mes plantes hors gel. Ah ouais. Donc ça, déjà, c'était génial. Plus besoin d'utiliser d'électricité. Et en général, pour ceux qui ont des poulaillers, vous devez le voir, l'hiver, les poules elles pondent de moins. Il fait froid, elles pondent de moins. Ben là, non. Dans la serre, elles pondent pas moins. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément
imaginer, espérer. Moi je voulais juste avoir mes poules en sécurité puis que ça profitait un peu de la chaleur. Bah du coup, plus besoin d'électricité pour chauffer mes plantes et en plus, on avait des œufs en plus. Donc voilà, génial. Pardon, pour la nuit seulement ou du coup toute la journée Bon après, elles étaient libres de sortir quand elles voulaient, le soir enfermées pour pas avoir de problème de renard. Encore que le renard ne s'approche pas forcément aussi près des habitations quand il y a du monde qui y vit régulièrement. Un poulailler un peu plus loin, il y aurait eu plus d'attaques de renards. Là ici, jamais eu d'attaque de renards, ils sont enfermés carrément. Tu as une autre solution animale aussi qui a été testée pour les poulaillers, pour te prévenir du renard. Le cochon d'Inde. Ah ouais? L'urine de cochon d'Inde est un répulsif naturel pour le renard. Moi je peux pas le faire parce que j'ai 2 chats, ils feraient du steak de cochon d'Inde, mais j'ai vu des paysans qui l'ont fait. Ça aide aussi dans les poulaillers pour tout ce qui est poux. Ouais. Il paraît que... C'est l'association cochon d'Inde et poules, c'est vraiment le Ok. top du top. C'est adapté ici l'hiver, le cochon d'Inde? Oh oui, le cochon d'Inde ça vient de la cordillère des Indes. Ok. Bon mais voilà, à voir après, toujours pareil, des solutions, il y a Il y en a d'autres, toujours. mais à foison. Alors les poules elles ont besoin d'avoir du sable pour se frotter dedans, de la poussière, de la cendre, ça marche aussi pour les parasites, de l'eau, de l'air, de la nourriture, d'avoir d'autres poules. Donc ça c'est en gros c'est le travail qui peut être fait pour chaque élément. Vous allez faire au moins 2 colonnes, de quoi ça a besoin, qu'est-ce que ça apporte. Il y a un jeu qui peut être fait, qui on fait des fois dans les stages en permaculture, c'est essayer vraiment d'analyser votre système et de définir c'est quoi tous les éléments de votre système. Une zone à compost, une serre, des toilettes sèches, une cabane à outils, une réserve d'eau. Tout ça, c'est vos éléments. Vous allez pouvoir faire plus ou moins ça pour chaque élément. Ou alors, juste, vous faire tout ça sur des petits papiers et piocher des papiers 2 par 2. Et dire, tiens, une zone à compost, un poulailler. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme interaction bénéfique entre ces 2 éléments? Et alors moi je l'ai fait sur un stage permaculture il n'y a pas longtemps. On est tombé sur des trucs mais complètement improbables. Qu'est-ce que c'était? Une éolienne et un poulailler. Alors comment on pourrait faire une interconnexion sympa avec une éolienne et un poulailler? Bon voilà, il y a beaucoup de conneries qui ont été sorties, mais des fois dans les conneries il y a des trucs intéressants qui sortent. Allez, on va pas dire ça. Du coup voilà, amusez-vous avec ça, plus vous trouverez d'interconnexions, plus vous trouverez de fonctions à vos éléments, plus ça pourrait être intéressant. Je peux vous raconter vite fait, il y a une zone moi là-bas, le jardin, on pourra aller la voir, ou vous pourrez aller la voir tout à l'heure si vous voulez, qui était un jardin médicinal au début. Donc jardin médicinal avec production de quelques plantes médicinales sur lesquelles on pouvait produire un peu de cosmétiques, un peu d'huile, un peu de trucs comme ça. C'était aussi beaucoup de plantes médicinales différentes sur lesquelles on pouvait récupérer des semences, des boutures pour pouvoir les multiplier. Deuxième fonction. C'était aussi du coup une zone pédagogique sur laquelle on faisait des formations en arboristerie. Il faisait très chaud sur cette zone et la canicule en plein été c'était un peu dur. Du coup on a construit une pergola et on s'est dit on va faire grimper du raisin dessus, enfin de la vigne. Elle n'est pas énorme la zone, mais il y en a déjà 12 ou 16 cépages différents. Donc on s'est dit, vu la quantité de cépages qu'on peut y mettre, on va y mettre plein de cépages différents. Conservation de cépages de raisin, on n'a que des cépages anciens, des cépages interdits, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Voilà, vu la surface que ça court, ça fait aussi une production de raisin. Sur les zones, les chemins qui passent entre les zones de culture, il y a de la place, on y pose les pots d'arbres que j'ai. Il y a beaucoup d'arbres qui sont là le long de la serre, en plein soleil avec la canicule, ils sont tous à moitié morts. Par contre, tous ceux qui sont à l'ombre là-bas, ils sont beaucoup plus jolis. Je ne sais pas combien on en est de fonction là, sur une petite zone. Bon, voilà, on peut aller très très loin. Nous, on les arrose, ces arbres, vu qu'ils sont en pot, mais l'arrosage, toute l'eau qui tombe à côté des pots, ben, elle garde la zone humide. Du coup, nos zones de culture, nos raisins, nos plantes médicinales sont encore plus productifs. Et en plus, c'est une zone qui est vraiment une source de biodiversité dans le jardin. Il y a des menthes qui sont en fleurs, des lavanes qui sont en fleurs, et ça se couvre d'insectes. Donc voilà, c'est encore d'autres choses qui peuvent être créées à force de rajouter des éléments sur le système. Alors, le design, en gros, ça va être comment, dans l'espace, avoir une autre notion à rajouter pour savoir où est-ce qu'on va placer nos éléments. Donc on va parler de zone. Est-ce que... Voilà. On parle souvent de zone de 0 à zone 5. La zone 0, c'est la zone centrale de votre projet. Là, c'est des cercles concentriques pour avoir une idée de distance par rapport au centre. Le design, est-ce qu'il y est là? Voilà. Ça, c'est un peu le design du jardin des merveilles. Donc, on y reviendra après. C'est pas forcément concentrique. C'est juste pour donner une idée. La zone 0, c'est la zone centrale, l'habitat ou la zone de vie. Ici, c'est pas un habitat, mais en tout cas, c'est là qu'on vit tout le temps, quand on est ici. Il paraît qu'il y a même une autre zone encore plus centrale, la zone 00, c'est lui-même. C'est une autre thématique, on pourra en parler encore. On verra si on a le temps.
Ensuite, la zone 1, donc c'est à l'extérieur de l'habitat, mais c'est les zones dans lesquelles vous allez le plus souvent. Moi je dirais au moins 2 fois par jour. La zone 2, c'est la zone dans laquelle vous allez presque tous les jours. Pas forcément tous les jours, mais presque. La zone 3, un petit peu moins. La zone 4, encore un petit peu moins. Jusqu'à la zone 5, c'est pas forcément une zone où on va jamais, mais en tout cas, c'est une zone dans laquelle on ne fait rien. On ne touche à rien. C'est une zone sauvage, naturelle, que l'on va juste observer. Et c'est un peu le référent de nature. On va voir comment ça se passe dans la nature sur nos zones sauvages. C'est aussi une ressource de biodiversité. Si vous voulez avoir des prédateurs pour les ravageurs que vous avez dans votre jardin, si vous avez des zones sauvages, ben vous aurez peut-être plus de coccinelles, plus de crapauds, plus de prédateurs qui seront là, qui seront présents. Cette idée de zonage, donc là maintenant on va voir au jardin, j'ai pas de zone 4, parce qu'il n'y a pas de zone où je vais à peine quelques fois par an. Or, les numéros, là prenez pas compte, c'est autre chose, c'est juste une image que j'ai récupérée. La zone centrale un peu blanche, c'est ma zone 0. La zone jaune, qui prend toute la serre et qui fait pas mal de tours, c'est la zone où je vais plusieurs fois par jour, j'y tourne vraiment, je passe mon temps ici. Après, la zone verte, du coup, on est zone 2, ça veut dire j'y vais presque tous les jours. La zone bleue, c'est la zone 3, j'y vais assez souvent, mais pas tout le temps. Il y a des périodes où on n'y va pas, les bois, on n'y va pas tout le temps, mais on fait quand même des activités dedans. Voilà. J'ai pas de zone 4. Et la zone 5, donc c'est la zone sauvage qui est autour. J'ai juste mis celle-là au milieu. Après, si on voyait vraiment le design dans le détail, j'en ai plein des zones sauvages. On n'est pas obligé de passer par une zone 1, 2, 3, 4 pour arriver à une zone 5. On peut se dire, moi j'ai une zone là, j'y passe tous les jours, mais j'ai un îlot de biodiversité. J'ai un îlot, cet îlot, je ne le désherbe pas, je ne travaille pas, je ne le touche pas. C'est ma zone un petit peu sauvage. Une mare, en général, une mare, c'est une zone 5. On n'est pas censé prendre l'eau d'arrosage dans les mares. Il y a des réserves d'eau à côté, mais on ne prend pas l'eau d'arrosage dans les mares. On peut le faire, hein, mais il faut le voir différemment du coup. Moi, une mare, si elle est vraiment sauvage, on va prendre des tétards, on va prendre des poissons, on va prendre des insectes, on va prendre des algues, ça va boucher les arrosoirs, on ne l'utilise pas. Cette idée de zonage, elle va vous permettre donc de rajouter des éléments dans vos systèmes, ou de voir s'ils sont bien placés, ou de définir où est-ce qu'elle est votre zone 1. Par exemple, imaginons votre zone, votre habitat est au milieu de votre terrain, et puis vous avez un poulailler qui est là-bas. Combien de fois par jour on va au poulailler? Tous les jours? 2 fois. 2 fois par jour? Une à deux fois. Alors, pour ceux qui y vont une fois par jour parce qu'ils ont le système d'ouverture, fermeture automatique, en général on y va ouvrir, fermer, ouvrir le matin, fermer le soir, donc on y va 2 fois. Si c'est le cas, où que soit votre poulailler, il est dans la zone 1. Donc si vous avez votre, je vais essayer de vous le mimer, du coup j'ai pas de tableau, votre habitat il est là, votre poulailler il est là, votre zone 1 elle fait tout ça. Si le poulailler il est à 25 mètres de la maison, combien de kilomètres par an on fait? Juste pour ouvrir et fermer le poulailler. Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Une dizaine? Plus d'une dizaine. Ça fait 36 km par an, juste pour aller arroser. C'est 100 mètres par an, je dis 25 parce que c'est facile à calculer. 25 mètres de la maison, ça fait 100 mètres par jour. Un aller-retour le matin, un aller-retour le soir. Donc 100 fois 365, ça fait 36 km par an, juste pour le poulailler. Hein. C'est bon pour le cœur. Hein? C'est bon pour le cœur. Alors c'est souvent ce qu'on me répond, mais après, est-ce que du coup tu as un poulailler pour faire du sport ou est-ce que... Le jardin est déjà bien pour ça. C'est ça, parce qu'à côté tu as le jardin, à côté tu as ça, et du coup bah, tu n'as plus le temps pour faire autre chose. Tu fais du sport, c'est sûr, tous les jours. Mais alors, par contre, imaginons que vous avez quand même votre maison là, votre poulailler qui est là-bas, il n'est pas déplaçable le poulailler, puis vous voulez le garder là parce que c'est bien qu'il soit là. Vous voulez rajouter, vous voulez produire des plantes, vous voulez faire une serre pour faire des semis. La serre, il faut l'ouvrir le matin, la fermer le soir. Vous y allez 2 fois par jour aussi. Où est-ce que vous allez passer votre serre? Sur le poulailler. Alors pas forcément sur le poulailler parce que le poulailler il est à 25 mètres de la maison elle est là. Mais tout cet espace-là, on lui passe. Donc il fait, la zone 1 c'est pas là et là, c'est du coup de là à là. Mais du coup on a tout cet espace-là pour centrer nos trucs de zone 1. On pourrait rajouter ça, on pourrait rajouter les toilettes, on pourrait rajouter tous les trucs dans lesquels on va 2 fois par jour. D'où l'importance de savoir notre élément, combien de fois par jour on a besoin d'y aller. C'est quoi les besoins de l'élément. Et plus on va les placer dans notre zone qui est déjà 1, moins on va rajouter de travail de déplacement. On va aux toilettes, en passant on va ouvrir le poulailler, en passant on va ouvrir la serre, et on a fait toujours 25 mètres. Plus vous rajoutez des éléments loin, plus vous élargissez votre zone 1. Plus votre zone 1 est grande, plus vous faites de sport à l'année. C'est peut-être ça l'avantage. Mais du coup, plus vous allez passer du temps à faire ça.
On va parler jardin un peu. Je vais pas forcément lancer de thématique en particulier, j'ai plutôt envie de m'adapter à vous. Est-ce que vous avez l'impression déjà d'appliquer pas mal de principes, d'éthique, de la permaculture dans vos jardins là? Oui. Il y a des permaculteurs? Vous êtes permaculteur vous? Attention. Depuis le mois de mars. C'est vrai? C'est bien. C'est déjà bien. Mais alors nous, les poules, nous on a des canards sauvages qui vont dans le jardin. Ouais. Et on fait un travail pour l'hiver, c'est super. Et ouais. Est-ce que c'est déconseillé de mélanger les toilettes sèches au compost? Ah, ouais, intéressant. Alors, moi perso, je dirais qu'il faut faire attention. Si le risque, de toute façon, s'il y en a qui disent qu'il faut avoir un certain temps de compostage ou pas l'utiliser n'importe comment, c'est par rapport au risque de parasites. Il y a des régions dans lesquelles il y a la douve du foie qui est encore très présente. Dans les régions un peu humides, en Corrèze, il y a la douve du foie qui est présente avec les élevages en plus de moutons et compagnie. Et nous, on peut l'attraper. Si on n'a plus beaucoup de problèmes de parasites aujourd'hui, c'est parce que, je ne sais pas si on peut dire c'est grâce à ça, mais on fait nos besoins dans de l'eau potable et puis les parasites ils partent loin et ça va pas dans nos jardins. À une époque, il y avait beaucoup plus de problèmes de parasites parce qu'il n'y avait pas le tout à l'égout, il n'y avait pas les toilettes comme on a aujourd'hui. Et puis, si on fait nos besoins pas très loin du jardin et qu'une personne a des parasites et que ça se retrouve dans l'alimentation, on va le faire passer à plusieurs, qui vont le passer encore plus à plusieurs, et puis c'est parti. Donc voilà, le risque il va être par rapport à ça. Il y a plusieurs choses qui sont conseillées, c'est déjà au moins 2-3 ans de compostage. C'est si tu utilises tes toilettes sèches, bah, tu vas le faire composter 2-3 ans et ensuite tu vas pouvoir l'utiliser dans ton jardin. Moi ma solution c'est de toute façon de ne pas l'utiliser au potager. En tout cas pas consommer un jour quelque chose qui a touché des excréments. Du coup pas de légumes racines, pas de radis, pas de carottes, pas de machin. Pourquoi pas des tomates? Pourquoi pas l'étaler au pied des arbres fruitiers? Et même direct après, enfin, il n'y a aucun problème. Le parasite, il ne va pas grimper à l'arbre pour aller sur ta pomme que tu vas manger derrière. Donc plus tu évites le contact entre les excréments et les produits que tu vas mettre dans ta bouche, plus tu évites d'avoir des soucis. Donc pour moi, il n'y a même pas besoin de le composter pendant 3 ans. Souvent, il y en a qui font 3 zones de compostage et tous les ans, tu vides tes toilettes sèches dans une zone. Et puis l'année d'après dans la deuxième, l'année d'après dans la troisième. Et l'année d'après, tu récupères la première et tu recommences à vider là-dedans. Et au moins, celle-là, ça fait 3 ans. Pour moi, si on n'utilise pas le compost des toilettes sèches directement avec des légumes qu'on met dans nos bouches, tu peux le mettre directement au pied de tes arbres et au moins, tu n'as pas de risque. Par contre, il faut savoir que la pomme qui est tombée par terre, on ne va pas ramasser les pommes par terre sur cet endroit-là. Et on peut le mélanger. Du coup, après, si tu fais attention à ce côté-là, après, tu peux le mélanger, aucun souci. Ouais. Tu peux le mélanger, tu peux... Mais là, c'est risqué encore. Faire attention à faire un vrai compostage à chaud. Donc tout ton compost de toilette sèche, mélanger avec différentes matières, bien arroser, faire un compostage en tas en plusieurs couches, les unes sur les autres, couvrir, et ça monte en température. Après, à savoir que la montée en température, elle monte à 70-80 degrés à l'intérieur du tas, mais pas en surface. Donc une fois que c'est bien monté en température, on découvre le tas. C'est important de le couvrir. Donc après on le découvre, on récupère tout ce qui était dessus, on refait un tas, on récupère tout ce qui était dedans, on recouvre le tas et on refait une montée en température. Histoire que tout ce qui était en surface, ça remonte en température et là il y a moins de risques. Mais pour moi, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un dixième de pourcentage de chance qui est encore quand même un risque, la règle pour moi qu'il faudrait vraiment faire attention, c'est jamais dans le potager où on va faire les carottes et les radis. Voilà. Il y a une technique aussi qui est pas trop popularisée, c'est la méthanisation et du coup l'utiliser en tant que carburant. Ouais. Parce que ça fonctionne vraiment bien, les tests qu'on a fait. Ouais, après je sais pas à quelle température ça monte du coup dans le... Ça monte haut, enfin c'est sous pression. Après tu fais du carburant avec les gaz, ouais. Il reste quand même ce compost. Mais s'il est monté à température, il se liquéfie de ce que j'ai compris. Et t'en fais quoi du coup? Tu peux le réutiliser après en tant que compost. Oui, voilà, c'est ça. Donc tu as quand même un retour dans ton compost. Mais si c'est monté en température, tu le branches comme une bouteille de gaz à une gazinière. Ouais, mais carrément, voilà, faire des solutions. Ouais. Pour ce qui concerne l'urine, il n'y a pas de risque de parasite. Non. Alors, j'oublie pas ta question, du coup tu étais censé passer après, on va juste finir sur nos sécrétions. Pour l'urine, non, normalement, quelqu'un qui n'est pas malade, l'urine est stérile, donc il n'y a pas de souci. Il y en a même qui la boivent. Voilà, c'est cool, pas de réaction horrifiée, génial. Du coup, non, l'urine est stérile.
Et alors souvent, ce qu'on me demande, c'est pour les gens qui prennent des traitements médicaux, des antibiotiques, des trucs comme ça. On a la croyance que c'est pas bon d'avoir les antibiotiques. Du coup, cette croyance, elle vient du fait que, toujours cette histoire de station d'épuration, ça passe de liquide en liquide en liquide, donc il n'y a pas tout le vivant qui va retraiter ça. Et ces molécules, des stations d'épuration qui ne sont pas efficaces pour tous les produits, vont se retrouver des fois dans l'eau de boisson. Et là, on la boit et là, on a des soucis. Ou si on l'utilise directement comme ça pour arroser certaines plantes ou pour les animaux, ça peut être nocif. Par contre, les urines qui sont passées par compostage ou qui sont passées par la vie du sol pour après repasser par les plantes, toute la vie du sol, c'est dénaturer ces molécules-là qui pourraient être mauvaises. Et donc là, c'est intéressant. Par contre, dans les stations d'épuration, certaines molécules peuvent être dangereuses. Avec la vie du sol, la nature, c'est dénaturer tout ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Il y en a un quand même que le problème, c'est les pilules. Contraceptives. Avec les contraceptives, ça c'est une catastrophe au niveau naturel. Si c'est dans le sol, la vie du sol, tu veux dire ne sait pas traiter ça? Les rivières, c'est catastrophique. Ah mais on reste sur le passage de la station d'épuration à l'eau. Mais les antibiotiques sont un gros problème par rapport à ça, parce que antibiotiques ça tue la vie du sol. Et un animal dans les gros élevages, si dans les urines, des trucs comme ça, tu retrouves des antibiotiques qui vont passer directement par l'eau pour aller être évacués dans les égouts, ça crée des drames qui sont... Parce que ça passe que par la vie anaérobie. Donc les bactéries ne sont pas les mêmes que dans la vie aérobie. Et les bactéries du sol, la vie du sol qui est aérobie, c'est dénaturer ces molécules beaucoup plus que si ça reste dans les liquides. Alors la pilule, je ne sais pas en détail celle-là, mais tous ces trucs-là, souvent les problèmes c'est par rapport à l'eau. Et quand ça passe par autre chose que l'eau, il n'y a plus ces problèmes. Après on est en train de faire ces recherches-là, et on s'aperçoit que c'est mieux, je n'ai pas beaucoup plus d'infos à te donner là-dessus. Mais en tout cas, voilà, souvent le problème c'est lié aux stations d'épuration qui passent que par la vie. En aérobie, et quand les stations débordent, ça crée des soucis. D'autres questions par rapport à ça? Non? Ta question c'était? Alors déjà désolée, parce que ma voix elle a tendance à faire ça, je vais essayer de parler fort. Du coup ça serait peut-être utiliser votre créativité à tous. Admettons il y a un terrain qui est assez pentu. Toute une partie du terrain du coup est assez pentue avec que de la roche-mer, donc difficile à planter, même les arbres, etc. Comment je peux renourrir ce sol? Les solutions qu'ils peuvent apporter pour justement renourrir ce sol de manière durable, parce que aussi avec les pluies, ça va tout s'écouler, tous les amendements que je pourrais mettre vont s'écouler. Tu as une idée du degré de la pente? Parce que là ça va être flou et ça va être dur de t'aider si on ne sait ni quel type de roche, quel type de sol, quel type de pente. Je sais pas, 30 degrés c'est déjà pas mal. Ouais. De la vigne. Et c'est que de la roche ou tu as quand même un peu de terre? Il y a un petit peu de plantes qui poussent dessus, mais des sauvages, mais il n'y a pas beaucoup de peau. Ouais. Et c'est une zone qui a été naturelle ou qui a été cultivée avant? Qui a été cultivée il y a longtemps, mais depuis 10 ans il y a des médicinales dessus. Ok. Parce que vois qu'est-ce qui a été cultivé, vois qu'est-ce qui pousse naturellement, adapte-toi et fais un truc par rapport à ça. En permaculture, souvent, un truc qu'on dit, c'est on ne peut pas changer les choses, on ne va pas contre la nature, on fait avec. Si ton sol il n'est pas adapté à faire du légume, tu vas pouvoir faire des bacs, faire des baissières, faire un truc comme ça, tu vas pouvoir lutter pour réussir à y faire du légume, mais dès que tu vas arrêter d'arroser, tu n'auras rien du tout. Donc l'idée c'est les médicinales, c'était pas bête, je ne sais pas si c'est toi qui l'as mis en place ou quoi, mais faire des plantes méditerranéennes qui poussent sur des terrains très secs, très rocailleux. Et après il faudrait vraiment voir le contexte dans son ensemble. Est-ce que ta pente, hop, c'est le sommet en haut, ou est-ce que ta pente il y a tout un bassin versant au-dessus encore? Est-ce qu'il y aurait moyen de tout ce bassin versant faire revenir de l'eau vers ton terrain en créant des espèces de rigoles là, qui vont te ramener de l'eau vers ton terrain? Rajouter de la matière organique pour que l'eau s'accumule, qu'elle se stocke, et réussir petit à petit à faire évoluer cet écosystème. Mais là, ça paraît compliqué de le faire devenir stable pour faire produire des légumes. Mais voilà, adapte-toi à ce qui pousse, à ce qui a été poussé, à ce qui a été cultivé déjà dessus, je veux dire. Et puis vois déjà par rapport à ça. Si tu as des arbres naturellement qui poussent un petit peu dessus, vois quel type d'arbre. Tu peux même greffer directement sur les arbres qui poussent sur place. Voilà, t'adapter sur cette partie de la pente, il n'y a pas d'arbres en fait. À d'autres parties du terrain, du coup, il va y avoir des arbres qui vont spontanément revenir.
Et sur cette pente-là, c'est quand même une grande bande, c'est assez difficile. La dame avait essayé de planter justement des fruitiers un peu dans cette pente et rien. Ça n'a pas tenu. Alors déjà, si tu as un sol qui sèche beaucoup, le terme planter, il ne sera pas bon. Il faut semer. Tu peux planter des arbres sur un sol qui reste humide, les racines vont y aller. Par contre, si tu sèmes directement des pépins, des noyaux, tu vas avoir la première racine pivot qui va descendre, qui va directement aller chercher en profondeur ce qu'elle peut trouver. Et si c'est pas une roche qui est complètement fermée, s'il y a des failles, ta racine pivot elle va trouver la faille et tu vas avoir un truc qui va être beaucoup plus adapté à la sécheresse. Par contre, un arbre qui est planté, tu n'as plus de racine pivot, elle va faire des pivots secondaires avec les années, mais sauf que là, elle ne les aura pas les années pour le faire, donc ça marchera moins. Il n'y a pas d'arbustes non plus? Pas sur ce plan-là. C'est Damien qui a fait une vidéo de Bernard Bertrand. Ah oui. Et il explique que son potager, au départ, il est sur la roche, mais il a réussi à la rameublir en une dizaine, quinzaine d'années, en remontant de la matière organique. Il n'était pas tant sur la roche que ça. Ah, le haut, quand il explique sur la vidéo, le haut, il dit qu'il y avait plus. Alors juste au-dessus, c'est des arbres, c'est une forêt. Et en dessous, alors il n'y a peut-être pas une énorme épaisseur. La matière, c'est quasiment barré, il n'y avait quasiment plus rien. Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu, c'est juste, tu avais quand même pas mal de terre. Ouais. Après, c'est un terrain pentu avec risque que la matière organique parte, parce qu'il y a eu des animaux qui avaient été mis à ce moment-là, et donc moins de végétation qui tenait cette terre. Donc végétaliser tout le temps, ouais. Essayer de végétaliser le plus possible aussi, ça va aider à déjà avoir de la vie dans ton sol, mais surtout à tenir ta terre pour qu'elle ne se barre pas, quoi. Si tu es en pente, toujours le travail vers le haut, contrairement, c'est très mauvais pour le dos et c'est hyper contre-intuitif. Mais si tu travailles dans le sens de la pente comme ça, tu fais descendre en plus ta matière organique, et puis éviter le travail du sol au maximum, toujours végétaliser, quoi. Mais bon, ça paraît pas forcément propice à faire du légume comme zone. Après, non, mais après il y a d'autres zones pour faire du légume, etc. Ouais. Mais cette zone, c'est dommage de la garder vide et j'aimerais planter des arbres. Semer et planter semer surtout et des espèces pionnières, regarde. C'est en plus tu auras d'arbres sur cette zone-là, plus ça tiendra ta terre, plus ça produira de la matière organique, du feuillage. Donc voilà, regarde autour de toi les espèces endémiques, locales, les arbres sauvages qui poussent, et puis récupère des graines, des pépins, balance ça sur ta zone. Puis il y a toujours moyen de greffer après. Oui, c'est ça. Alors il reste, on va dire, un gros 20 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon j'ai un autre truc à vous proposer pour ce que ça dit. Est-ce que ça veut dire qu'on aille faire un tour du jardin et qu'on voit concrètement comment on a appliqué un peu tout ça ici? Ouais, on fait ça? J'ai une question par rapport à la vigne. On passait par les... Nous, il n'y a pas de vigne de notre côté. Ah ouais? Mais est-ce que une vigne, tu la cultives pour le vin, bien sûr, ici, mais est-ce que tu peux le manger, ou alors c'est deux différents? C'est une pour la table et une pour le raisin? Il y a du vin de table dans les écrits où les gens vont te dire il y a du vin de table et il y a du vin à vinifier. Le vin à vinifier, il y en a de très bons. Le gamay, tu vois, qui est utilisé pour le loin de l'œil, qui est utilisé pour les vins doux, il est très très bon, très sucré à manger. Donc tous les vins à vinifier peuvent être bons à manger, de toute façon, ils sont tous comestibles. Tous les vins à manger comme ça ne sont pas forcément hyper intéressants pour être vinifiés. Alors moi je ne suis pas vigneron, donc je ne pourrais pas te dire les différentes qualités gustatives et pour les fermentations, qu'est-ce qui va pas. Mais en tout cas pour manger, tout va bien. Après, il y a des variétés qui ont vraiment des goûts particuliers, les chasselas sont très très bons. Je ne suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup pour le vin. Les muscats, on fait des super vins avec, mais à manger c'est les meilleurs raisins, c'est hyper sucré. Donc voilà, là c'est... voilà. Nous on ne s'en sert pas pour faire du vin ici. À une époque, la zone c'était vraiment une zone viticole ici, puis petit à petit les vignes sont descendues dans les plaines. Ouais. J'en aurais pas besoin là, si tu veux ranger tu peux. Ouais, comme ça. Ah oui, comme ça on pourra manger là, ouais. Ici c'était une zone viticole, la ferme à côté, il y a encore les cuves dans la ferme, tout ça. Du coup c'est une zone sur laquelle la vigne pousse très très bien, moi j'adore manger du raisin et voilà, c'est pour ça qu'on en cultive partout. Il y avait de la vigne ici avant? Alors sur celui-là en particulier je sais pas, je sais qu'il y en avait sur l'autre côté de la route, mais Parce du coup moi ici... je me suis dit comme terrain je n'achèterais peut-être jamais une vigne avec tout le sulfate et tout ça. Mais Ouais, après pour le terrain, moi j'aurais tendance à dire si tu vas acheter un terrain et que le sol auquel tu as accès c'est une vigne,
il y a toujours des choses à faire. Hein. Après, souvent, c'est sûr que c'est pas toujours les meilleures terres, pas forcément par rapport aux produits qui ont été mis, et encore que ça peut être ça aussi. Mais une vigne en bio, même tout ça, souvent les gens quand ils cherchent des terres pour faire de la vigne, c'est des terres très calcaires, très rocailleuses, où il n'y a pas grand chose qui pousse dessus. Mais pour la vigne, c'est super, les racines elles vont très profond. Et là tu as vraiment le côté terroir, que tu n'auras pas sur une terre trop humide. Si tu veux faire du maraîchage, en général, si la terre avait bien été choisie pour la vigne, c'est pas une terre à maraîchage. Peut-être comme ça on peut le voir aussi. Après si il n'y a que à ça que tu as accès, voilà, plante-y des arbres dessus. Si les vignes poussaient bien, les arbres pousseront bien. Et puis tu fais une forêt quoi. Et petit à petit ta terre va évoluer, tu pourras y faire autre chose dessus. C'est un rêve, je sais pas pour les terrains. Ouais. C'est un rêve. Je vais pas faire du maraîchage. Mais... Et ouais. On va avancer un tout petit peu, on va aller vers la zone potagère. Je sais plus pourquoi je m'étais arrêté là pour parler. Ouais, là c'est la zone compost. On a essayé de la placer vraiment plus ou moins au milieu, assez proche de notre zone cuisine. Tous les déchets de cuisine, on a une autre petite zone compost qui est à côté. On a fait un keyhole, je sais pas si s'il y en a qui voient. Est-ce qu'il y en a qui ne voient pas ce que c'est, keyhole? Tout le monde voit ce que c'est? Ouais. C'est alors. Vous pourrez aller voir après, c'est là-bas, on va pas perdre de temps à y aller maintenant, mais en gros, vu du dessus, tu as une petite zone centrale avec un grillage qui est mis à cette hauteur en rond comme ça, donc un tube de grillage dans lequel on met du compost. Une zone de culture qui est créée tout autour, qui est assez haute, nous on l'a surélevée avec des planches en bois, donc à la hauteur de main. Avec juste devant le petit cercle où il y a les composts, juste une zone d'accès pour pouvoir aller au rond et la zone de culture comme ça qui est autour. Si tu regardes d'en haut, le petit rond à compost et la zone d'accès, ça donne une forme de trou de serrure. C'est ça qui a donné le nom keyhole. Et donc voilà. Et nous c'est juste à côté de la cuisine qu'on l'a mis. Alors déjà c'est une zone hyper productive. Les racines des plantes vont aller sous le compost, c'est hyper nutritif donc ça pousse bien. Mais c'est surtout où on l'a mis ce keyhole qui est important, juste à côté de la cuisine. Comme ça quand on a besoin d'aller vider le compost, on n'a pas besoin de venir jusque là, on a juste 2 pas à faire, pouf, on vide le compost. Et vu que la zone est hyper productive, on met des plantes à développement rapide, des salades, des basiliques, des tomates, des courgettes. Et quand tu vas vider le compost, bah, tu as aussi 2 secondes pour pouf, prendre 2-3 tomates et hop, et c'est fait. Donc voilà, et l'autre, la grosse zone en compost, elle est ici. On va de temps en temps, quand on nettoie la serre, quand on range un petit peu, quand on désherbe, quand on a pas mal de déchets de désherbage, on met tout ici. Et quand on veut faire du compostage en tas, chose qu'on ne fait plus, on pourrait faire tout un truc sur le compost, mais compostage en tas, on va en faire de moins en moins. Mais quand on en faisait, voilà, on allait à la ferme à côté récupérer un peu de fumier, quelques feuilles mortes dans les bois, tout ce qu'on pouvait avoir comme matière différente. On mélangeait tout ça et après ce compost, il est utilisé partout dans le jardin, voilà, à peu près autour. Ce compost il est à peu près au milieu, du coup voilà, au niveau du temps de déplacement, on est à peu près central. On va passer du coup plutôt sur les zones potagères. On ne pourra pas tout aborder, on va essayer de parler d'associations de culture, ça en général ça intéresse pas mal. Ouais. Juste une question, pourquoi tu arrêtes le compostage en tas? Parce que je commence à avoir un sol qui en a de moins en moins besoin maintenant. J'ai pas besoin de faire monter le taux de matière organique, j'ai plus besoin de faire monter la vie du sol. Du coup, compostage de surface, c'est plus intéressant. À côté de ça, le compost, comme ça, là, ça pollue. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, c'est vrai? Tu peux préciser pour la pollution? Ce serait bien. En général, non, on fait du compost, c'est bien de faire du compost. Quand on fait un compost, on monte un énorme tas qui va monter en température. Alors déjà, ça, dans la nature, on ne le voit pas trop. C'est un phénomène naturel, mais ça ne se fait pas comme ça dans la nature. Et un compost en tas, donc quand on le monte en tas, on fait un tas qui fait cette hauteur-là. Une fois qu'il a fini de décomposer, il fait cette hauteur-là. Donc tout ce qui a disparu de ce tas, c'est forcément parti quelque part. Donc soit il a plu, il a pris l'eau et tous ces liquides là, ces matières minérales là, déchets de décomposition on va dire, ça peut descendre dans le sol et ça peut aller jusqu'aux nappes phréatiques. Tout ce qui s'évapore, il y a du méthane, des trucs comme ça, ça va dans l'atmosphère. Alors je dis pas que c'est une grosse pollution, mais pour moi, à partir du moment où il y a une pollution la plus infime qui soit, bah pourquoi faire quelque chose sur lequel il y a des pertes alors qu'on pourrait le faire autrement? Si on va le faire au niveau du sol, compostage de surface, c'est-à-dire on met nos déchets sur le sol, la vie du sol va décomposer tout ça, va rendre ces matières nutritives au sol directement, sans qu'il y ait de surplus, et là on est ok. Par contre, si on a un sol qui est pauvre en matière organique, le fait de faire cette décomposition, enfin ce type de décomposition, va créer plus d'humus stable. Vous savez, cette matière noire là, quand on a les vieux jardins, la terre elle est plus noire. Qu'on parte d'une terre blanche ou d'une terre très rouge comme on a ici, plus on rajoute de matière organique, plus on va toujours vers une terre noire riche en matière organique.
on va y aller plus vite avec ce type de compost-là que du compostage de surface. Donc ça peut être intéressant au début, mais une fois que ta terre elle est riche, vaut mieux stimuler la vie du sol que toujours essayer de faire monter cette matière organique. Voilà, pour ça que j'ai arrêté. Après, il y a une autre façon de voir le compost. Là, moi, j'allais chercher des déchets à la ferme, enfin du fumier, j'allais chercher des trucs pour faire ça parce que je voulais du compost, j'allais chercher des déchets. Par contre, si on est dans une autre situation, on est sur un projet où on a des éléments sur notre système qui produisent du déchet. Il faut en faire quelque chose de ces déchets. On ne va pas laisser un tas comme ça dans un coin. Ben, le faire décomposer, le faire composter pour ensuite pouvoir l'étaler sur nos zones de culture, ben, c'est un peu réutiliser ces déchets pour ne pas les laisser s'entasser dans un coin et que ça ne devienne pas une pollution qu'on n'arrive plus à gérer. Le faire décomposer au fur et à mesure. Donc là, ça devient plus, le compost va nous rendre ce service que si on ne le faisait pas, on ne saurait pas quoi en faire. Il y a Philippe Fourrière aussi, moi j'aimais bien son expression, il trouvait que c'était une perte de chaleur ce type de compost. Ouais. Il disait que ça permettait directement de gagner quelques degrés, de placer directement le compost en surface. Ouais. Bon, après le faire en surface, tu as moins la montée en température, mais au moins tu perds pas ce truc-là, oui c'est sûr. Moi il y a un autre truc que je vais faire, c'est le tunnel, bon, on va pouvoir avancer un peu, aller le voir. C'est faire une zone à compost en bas de la serre, vu qu'elle est en pente, la chaleur elle va monter. Faire une zone à compost en bas de la serre, faire un gros tas de compost juste avant l'hiver, début de l'hiver, fermer tout ça avec la serre. Et comme ça, ben, on va utiliser en plus cette chaleur pour chauffer la serre. Alors, c'est pas une serre qui va garder la température, hein, c'est juste un plastique dessus. Donc il va pas faire chaud, mais en tout cas ça va la tempérer, ça va peut-être faire gagner 3-4 degrés. Ben, voilà, 3-4 degrés en hiver, des fois ça change beaucoup. Tu sais si quelqu'un s'est amusé à compter le nombre de watts que ça produit une poule? Une poule? Je sais pas. Un corps humain, c'est combien? 1000. Toi tu sais, non? Je crois que c'était aux alentours de 100 à 200 watts. 100 à 200 watts? 1000 watts? Ça dépend. Ouais, ça dépend de la surprise. Moi, je fais 2000 watts. Non, mais en termes de chaleur dégagée, j'entends. Ouais, non, je sais pas après, est-ce que ça a été calculé, ouais. Mais après, la chaleur a été, quelqu'un parlait de Jean Pain tout à l'heure, par rapport à la méthanisation, mais par rapport à la chaleur du compost, ça a été utilisé. Il a fait, lui, un tas qui devait faire à peu près 1 mètre cube de compost. Il a fait passer un tuyau, vous savez les gros tuyaux de poêle en métal, là, il a fait passer un peu un serpentin dans son tas, ressortir en haut du tas, donc rentrer en bas et sortir en haut du tas. Du coup, pas besoin, vu que la chaleur monte, le circuit se faisait tout seul, pas besoin de ventiler. Et donc il a fait rentrer ces 2 petits tuyaux dans une petite cabane là, de 2 mètres carrés fermée. Et il a fait entre 60 et 65 degrés, voire 70 dans sa cabane pendant tout l'hiver. Donc ça marche. Il a essayé après un énorme tas de compost, mais vraiment gigantesque, pour chauffer une maison. Il a chauffé pendant 3 ans ou 5 ans sa maison avec le même tas de compost. Wow. Donc voilà, il y a moyen de... Avec de l'imagination, il y a moyen de faire des trucs de ouf, quoi. On pourrait faire passer de l'eau dans le tas et puis avoir de l'eau chaude, quoi. Ouais, il avait fait ça. Des ananas comme ça. Ouais, voilà, ouais. Après, c'est peut-être le soleil qui pourrait manquer derrière, mais... Il arrive à en avoir. Mais ouais, même faire tourner une turbine et produire de l'électricité, il y aurait moyen de faire pas mal de choses avec ça. On va dans le jardin ou dans la serre? Jardin? Allez, on passe par le jardin et on va jusqu'à la serre. Donc dans le jardin, on va rester par là. Ça picore de partout en passant. Je sais pas s'il est très mûr celui-là, mais si vous trouvez des grains qui sont mûrs, ça c'est de la noix, il a un goût de fruit de la passion, le raisin qui est là. Ouais. Alors là on est sur la partie potagère, on ira voir aussi un petit peu plus loin, il y a d'autres associations. On fait toujours en association, maintenant il n'y a pas de zone, enfin il n'y a plus, on n'a jamais fait ça, mais il n'y a pas de zone de culture où il y a juste une seule culture. Par contre il y a quand même des lignes avec pas mal de choses qui se retrouvent. On ne fait plus l'extrême qu'on a pu faire avec tout mélanger. Des concombres, des cornichons, et, des courges et des salades. Et puis au final les salades elles se retrouvaient sous les feuilles de courge et du coup elles n'avaient pas de lumière et puis on ne les trouvait plus. Ou alors on récoltait des concombres où ils étaient jolis, immangeables parce qu'en fait c'était pas des concombres, c'était des cornichons. Donc voilà, on essaye de s'organiser quand même, on fait voilà, des lignes de culture mais avec
au moins 2-3 associations à chaque fois, voire plus. Là je m'arrête ici parce que j'aime bien parler de celle-là qui est la plus simple pour parler de culture associée. C'est l'association la plus simple et la plus parlante que je connaisse. C'est la Milpa ou les Trois Sœurs des Incas. Est-ce que il y en a qui ne connaissent pas? Maïs, courge, haricots. Donc c'est voilà l'association la plus simple que je connaisse et la plus parlante, je disais, parce que chacune de ces trois plantes va utiliser quelque chose d'une plante et va offrir quelque chose à l'autre. Donc on va commencer par quoi? Par le maïs. Le maïs, il pousse en hauteur, il offre une structure verticale qui servira. Par contre le maïs a besoin d'avoir un sol humide. À côté de ça, on a de la courge qui va couvrir le sol. Avec ses grandes feuilles, elle va empêcher un peu d'évaporation et du coup elle va permettre d'avoir un sol plus humide pour le maïs. Par contre la courge, elle aime des sols un peu riches en matière azotée. À côté de ça, on va cultiver du haricot grimpant. C'est une légumineuse, alors je ne sais pas si vous savez, les légumineuses, toutes les plantes de cette famille font des symbioses au niveau des racines avec des bactéries qui savent récupérer de l'azote dans l'air, alors que les plantes ne savent pas faire ça normalement. Donc grâce au haricot grimpant, on va avoir plus d'azote dans le système. Et le haricot, lui, va se servir du maïs pour grimper, et la boucle est bouclée. Donc là, on a voilà, un truc avec 3 individus qui vont chacun s'apporter des choses, mais on pourrait imaginer rajouter plein de types de végétaux dans ces associations, qu'on appelle guildes. Enfin moi j'appelle ça guilde. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce mot. Moi quand j'étais petit, j'ai eu une petite période où j'aimais jouer aux jeux vidéo. J'ai vite arrêté. Mais voilà, j'aimais bien les jeux de rôle et des fois on pouvait rejoindre des guildes. Et dans les guildes il y avait plusieurs places qu'on pouvait prendre et puis où chacun jouait son rôle qui était important et chaque rôle était important pour que la guilde fonctionne. Et là c'est un peu la même chose, on va se dire chaque plante qu'on va rajouter. Donc là dans la milpa qu'on vient de voir, le maïs, il fait une structure verticale, on peut faire grimper des choses dessus, mais on aurait pu mettre un tournesol, on aurait pu mettre n'importe quelle autre plante qui pousse verticale. On a la courge qui couvre le sol, qui garde le sol humide, on aurait pu y mettre du concombre ou n'importe quoi qui rampe, qui protège le sol. Le haricot, on aurait pu mettre des petits pois, des pois chiches, de la lentille, voilà, n'importe quoi qui est famille des légumineuses. Mais en plus, on aurait pu rajouter, je sais pas, des plantes aromatiques qui dégagent des arômes. À quoi ça peut servir, le fait qu'il y ait des plantes aromatiques? Repousser les nuisibles à pousser. Perturber certains insectes. Perturber plus que repousser, ouais. Je ne pense pas que ça va les repousser. Par contre, les nuisibles, ils ont 2 façons d'être nuisibles. C'est soit ils arrivent, ils sentent notre plante, donc la mouche du poireau, ce genre de truc, ils vont sentir le poireau, ils vont le trouver, ils vont aller s'y attaquer. Ben, s'il y a des arômes dans l'air, ça va les perturber un petit peu. Il faut savoir que là, il y a de la mélisse, là, vous la sentez la mélisse ou pas? L'espèce humaine est l'espèce qui a l'odorat le plus pourri qui soit. Normal. Mais dites-vous qu'un autre insecte qui a un odorat très particulier, par exemple, tiens, le papillon, le paon de nuit, il fait cette taille là, tu étais là la dernière fois quand on en parlait. Tu vas voir, c'est les mêmes discours que je répète à chaque fois. C'est bien ça, rappelle ce que j'ai oublié. Il fait cette taille là, le papillon, on va dire. Vous savez à quelle distance il sent sa femelle? Des kilomètres. 3 km à peu près. Donc voilà, les insectes ont un aura de malade et ils savent trouver les plantes qui les intéressent grâce à ça. Mais si on met des plantes aromatiques un petit peu partout, ils vont les trouver moins facilement. On disait tout à l'heure dans les principes faire la plus petite action pour le plus gros effet. L'idée c'est pas de supprimer les nuisibles par de grosses actions, c'est juste rajouter un petit peu de trucs qui vont les perturber. Pas mettre nos plantes tous ensemble les unes sur les autres pour qu'une fois qu'il en a trouvé une, il ne trouve pas toutes les autres. Et juste en faisant ces petits trucs, après ça roule, une fois qu'il y a des plantes aromatiques, ça pousse tout seul. Nos plantes, si on les espace un petit peu, on ne les met pas toutes au même endroit, après c'est bon, et bien on aura moins de problèmes de ravageurs grâce à ça. On va pouvoir rajouter des plantes fleuries, des plantes qui produisent du nectar, qui produisent du pollen. Ça va attirer les pollinisateurs, les abeilles et autres. Si on a plus d'abeilles, on va avoir des légumes, certains légumes en tout cas, qui seront de meilleure qualité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des courgettes qui font une espèce de grosses courgettes et qui font un petit truc rabougri là. Ça souvent c'est parce qu'on a un problème de fécondation ou c'est pas assez bien ou pas assez bien fécondé. Ben, si on a plus d'insectes, plus de pollinisateurs dans notre système, on aura moins ce problème là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter aussi? Un truc qui est plus, je ne sais pas si c'est plus philosophique ou spirituel, mais rajouter des fleurs. C'est pas forcément que pour les insectes, plein de couleurs, plein de fleurs différentes. C'est beaucoup plus agréable d'être dans un jardin fleuri avec de la couleur, avec pas mal de fleurs autour, que d'être dans un jardin où c'est partout la même plante et c'est pas coloré. Donc pour le jardinier aussi, pour le plaisir d'aller dans son jardin, c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir mettre des plantes qui ont des enracinements assez profonds, qui vont décompacter le sol. De la luzerne, du rumex. Alors il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'aiment pas le rumex,
Le rumex, il a une racine qui est tellement puissante que ça arrive à casser ce qu'on appelle la semelle de labour. Tu sais, ces sols qui sont un peu compactés en profondeur, ben, le rumex arrive à faire ça. Et en plus, ils vont chercher en profondeur des minéraux qui sont descendus et ça les fait remonter en surface. C'est ce qui se passe dans la nature, c'est ce qui fait que dans la nature, les sols sont fertiles. C'est qu'il y a des plantes qui s'enracinent très profondément, qui montent ça dans leurs feuilles, et puis tous les ans, les feuilles elles tombent et ça ramène cette matière organique sur le sol. Ben, si on plante ce genre de plante-là, la consoude est beaucoup utilisée pour ça. La consoude va très profond avec sa racine et remonte de la potasse, notamment. D'autres choses aussi, mais beaucoup de la potasse. Et du coup, si on va pailler notre sol avec des feuilles de consoude, ben on profite de ce qu'elle est allée chercher en profondeur pour le remettre en surface. Voilà, je vais arrêter la liste là, on pourrait peut-être en trouver d'autres encore. Vous avez parlé du rumex et vous n'avez pas parlé de l'ambroisie, vous pourriez nous en parler peut-être un petit peu. Alors l'ambroisie, on n'a pas beaucoup de problèmes ici. Peut-être bien. Il y a des endroits où en plus elle montre que le sol n'est pas forcément très riche. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme avantage à l'ambroisie? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Elle est hyper allergène, donc ça fait de la sélection naturelle. Les gens trop allergiques à l'ambroisie, ils vont disparaître. C'est un peu comme le mildiou. On va sélectionner les humains les plus résistants et l'ambroisie nous montre les plus fragiles. Non, je sais pas, l'ambroisie, j'ai pas eu de problème ici de ça, mais... Vous n'en avez pas du tout? Non, ici, non. Moi, j'en ai vu plus en allant dans la Drôme, là-bas, il y a des endroits où il y en a beaucoup. Ah ben, moi, on peut en aller ici, oui. Ouais. Vers chez vous, il y en a? Ah oui, dans le Tarn-et-Garonne, oui. Ah ouais. Et ouais. Et alors du coup, elle vous pose quoi comme problème? Ah bon, moi, ne me pose pas, mais bon, comme ceux qui sont allergiques, ouais. Je marche, dernièrement, je marchais là sur Touffaille, un terrain calcaire. Hein. Alors les chaumes, là, je dis quand même, les agriculteurs, ils pourraient la détruire autrement, parce que ils travaillaient après les moissons. Mais dans les tournesols, là, on ne peut pas aller la détruire pareil. Elle est comme ça dans les tournesols. Et alors, les moissonneuses vont la ramasser. Ils vont en semer ailleurs. Et alors après, souvent, ce qu'on dit sur le principe des plantes bio-indicatrices, c'est en gros, les plantes nous indiquent un peu l'état du sol. L'ambroisie, elle est signe que le sol, il est en train de se lessiver, c'est-à-dire qu'il n'a plus de structure qui tient, qu'il est en train de tourner au désert. Si on les trouve dans les sols agricoles, c'est souvent des sols qui sont labourés, le sol est travaillé, ils ne sont pas végétalisés. Et le problème, il pourrait être réglé juste en supprimant le labour, en arrêtant un peu, ou en ralentissant en tout cas le travail du sol, en le travaillant moins, et en gardant des couverts végétaux, des cultures sous couverts, toujours une végétalisation au niveau du sol, l'ambroisie n'y pousserait plus. Dans la misère, ça veut dire qu'il pas. faut... Ben voilà, ça veut dire qu'il faut revoir tous nos systèmes agricoles, et ça, tout le monde n'est pas encore prêt pour ça. Mais bon, peut-être qu'un jour, on n'aura pas le choix. Et puis ils verront que le problème il va se régler de lui-même. Hein, mais c'est un peu... Le rumex c'est pareil. Le rumex lui il est juste signe qu'il y a une semelle de labour, il est signe qu'il y a un sol qui est compacté. Mais on fait quoi? On l'arrache, on le désherbe et on continue à passer au tracteur sur le terrain. Et il y en a qui revient. Et en gros il nous montre qu'il y a un problème, il amène la solution. Et nous on lui dit tais-toi, laisse-moi continuer. Et du coup ben, ça ne change pas. Et l'ambroisie c'est pas les mêmes signes au niveau du sol, mais c'est le même problème agricole au final, quoi, qui fait qu'il y a des régions où il y en a beaucoup. Dans une prairie, quand on a du rumex, pas en quantité énorme, mais quand on en a, ça veut dire que le sol il est compacté. Souvent c'est ce que ça veut dire, ouais. C'est plus compacté en profondeur, semelle de labour. Donc ça veut dire que c'est un sol qui a dû être travaillé agricole à une époque. Ça marche avec les chevaux aussi. Ouais. La Wannais, il y avait des chevaux pendant des années et tout un plateau est recouvert de rumex. Mais là, ça fait déjà 2 ans. Donc en tout cas, il a été compacté. Après, il y a d'autres trucs. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la nature du sol, la texture du sol. Voilà, il y a d'autres critères. Oui, maintenant ça me faisait penser, je pense à l'expérience que vous aviez fait avec le Datura, non? Ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ça. Et moi j'avais trouvé ça vraiment incroyable juste 1 an après. Ouais, j'y croyais pas non plus. Je pensais qu'elle réduirait petit à petit, en fait. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi. C'était il y a combien d'années? Alors c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le champ il est juste derrière là-bas. C'est les voisins, c'était un élevage de cochons, donc une zone où il y avait la terre à nu depuis un moment, il n'y avait rien. Et donc l'agriculteur a arrêté les cochons et l'année d'après, ça s'est couvert de datura. Mais à cette hauteur-là, c'était que 99% de datura. Il y avait un peu de morel noir qui poussait à quelques petits endroits, mais sinon c'était que datura. Et donc l'agricultrice ne savait pas trop quoi faire. L'idée c'était de le faucher, de l'arracher. Ça a toujours été ce qu'ils ont fait. À chaque fois qu'il y a eu du datura, on l'a toujours arraché pour pas qu'il produise de graines, pour pas qu'il se ressème, pour pas qu'il y en ait qui poussent. Et pour moi, c'était pas la bonne solution parce que de toute façon, comme je viens de dire, lui il est là pour apporter une solution. Si on lui laisse faire son travail, il va finir par ne plus avoir de sens dans ce sol-là, le sol va évoluer.
eux ils m'ont dit, mais non, ça, nous on l'a toujours arraché et même en l'enlevant, on l'a même pas laissé grainer. Et il y en a toujours eu qu'à repousser quand même derrière. Et donc moi j'ai dit, écoute, on va faire un test cette année, au moins sur une partie, s'il te plaît, laisse comme ça, on ne fait rien du tout et on verra si ça évolue l'année prochaine. Elle m'a dit, bon, elle y a cru à la solution, elle m'a dit, ok, ça a l'air pas mal, du coup, ça n'a pas été très scientifique comme test, parce qu'elle m'a dit, ok, on ne va rien faire du tout. On a tout laissé la parcelle comme ça. Et ben l'année d'après, donc c'était ce début d'année là, on y allait. Et il y a 0 datura. Il n'y a pas un pied de datura qui a poussé sur ce terrain. On a fait donc une bioindication, on a relevé les végétaux, il y a eu 25-27 plantes différentes. Le résultat de la bioindication, c'est qu'on est sur un sol tassé, lessivé, mort, qu'il n'y a quasiment rien qui pousse. Mais après au niveau plante bioindicatrice, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a plusieurs critères à prendre en compte. C'est déjà le résultat, ce que nous disent les plantes, mais la diversité de plantes. S'il n'y a qu'une plante qui pousse sur tout le terrain, c'est vraiment pas bon, quoi. Plus il y a de plantes, mieux c'est. Donc là, déjà 27 plantes différentes, on est sur un progrès énorme. On est sur, faut pas se baser sur un point donné à un moment. Là, on est sur un sol qui est pourri, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut voir comment il était avant, comment il sera après. C'est juste un point. On ne sait pas dans quel sens elle va la courbe. Là, on est sur un point, il est très très bas, mais on part d'encore plus bas. Du coup, on est en train de progresser. L'année prochaine, je vais refaire une bioindication et je ne serai pas surpris de me dire que là, le sol, petit à petit, redevient intéressant. Là, pour l'instant, on a un sol sur lequel on ne peut pas utiliser les végétaux pour le fourrage parce que les plantes sont légèrement toxiques. On est sur un sol qui n'est pas aéré du tout, qui est encore en aérobie. Mais voilà, il y a une progression qui est énorme. Du coup, le pari, c'est que ça s'effondre sur soi-même en fait. On le laisse, hein, on laisse la datura et puis ça s'effondre finalement. Alors c'est pas effondré, là si on y va, on va encore les voir, les pieds tout secs. Il y en a encore. Les pieds, non, il y en a encore, mais c'est les mêmes pieds que la première année. Oui. Les feuilles ont séché, elles sont tombées, les tiges ont séché, et puis ça fait des trucs où on voit encore les graines de datura, enfin les fruits de datura dessus. On n'y a pas touché, donc ils ne sont pas tombés, ils ont séché sur place. Et au pied, par contre, c'est couvert d'autres végétations. Du coup, ils ne vont pas disparaître, mais ils vont cohabiter en proportion. Ils ont disparu au niveau vivant, ils ont disparu, ils sont morts. Il n'y a pas eu de repousse en fait. Il n'y a pas eu de repousse. Et comment tu expliques ça alors? Pourquoi ils ont disparu? Parce qu'il y avait une grosse pollution et qu'il n'y avait que eux qui étaient capables de pousser là-dedans. Donc eux, ils sont allés chercher ces matières qu'eux qui étaient capables de utiliser. Ils ont reproduit un minimum de matière organique avec les racines. Ils ont réaéré un tout petit peu, pas assez pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant, mais assez pour qu'il y ait d'autres plantes qui soient capables quand même de pousser là-dedans. Je pense qu'ils ont pris tout ce qui les intéressait à eux et qu'ils ont épuisé le sol en ressources qui les intéressaient à eux. Mais par contre, grâce à ça, ils ont mobilisé d'autres ressources qui sont intéressantes pour plus de plantes différentes. C'est puissant. Disons que le déchet des cochons n'intéresse que la datura, le déchet du datura intéresse beaucoup plus de monde. Mais parce qu'on l'a laissé faire son travail jusqu'au bout aussi. Alors que quand on l'arrache, c'est pas le fait de l'arracher avant qu'elle produise des graines qui fait que il n'y a plus de graines dans le sol. Non, non, le sol, une poignée de terre, c'est des milliers de graines différentes. Donc on peut faire ce qu'on veut. La datura, ça fait des années que les graines sont produites et qu'il y en a dans le sol. Donc on peut faire ce qu'on veut, les graines elles sont là, si elle doit pousser, elle poussera. J'en avais parlé avec un gars chez qui j'avais cherché de la paille. Le problème c'est que s'il veut bien lui ne pas les arracher et tout ça, mais le problème c'est que quand il fait des céréales ou une autre culture, s'il y a un 0,01% qui se retrouve dans la production qu'il vend, il peut tout jeter. Ah ben ouais. Et ça c'est pas juste non plus, enfin quelque part. Mais ça je le comprends, hein, ça je le comprends. Ça n'avait même pas été déclassé, tu vois. Il savait rien faire avec, il pouvait le jeter. Ouais, ben c'est toxique, c'est dangereux la datura. Ouais, après un sol où il y a de la datura qui pousse, ça veut dire que le sol n'est pas bon et que même on pourrait dire que ce qui pousse dedans est presque impropre à la consommation. S'il y a du datura qui pousse, c'est même pas le datura qui le rend impropre, c'est le sol t'indique qu'il est d'une qualité assez médiocre et que ce qui pousse dedans ne va pas forcément être bon. Mais là on est sur un souci où là on a besoin d'avoir une production, on a besoin de l'utiliser cette production et que même si elle n'est pas assez bonne, on peut quand même la vendre s'il n'y a pas de graines de datura dedans. Donc il ne faut pas qu'il y ait de datura. Par contre, il pourrait faire un couvert végétal, faire un engrais vert ou qui laisserait quand même se développer suffisamment. Et ça ferait évoluer le sol et il y aura de moins en moins de datura qui poussera dedans. Il n'en a pas beaucoup, mais trop malgré pour les pourcentages qu'il peut tolérer, quoi. Mais il faut voir, après là on ne peut pas dire tout là juste en sachant ça, mais après peut-être un décompactage du sol parce que la datura indique aussi que le sol est tassé et anaérobie. Donc juste... tracteur. Hein. Mais voilà, tracteur. Après le tracteur, il y a des outils adaptés pour décompacter le sol. Donc, je ne sais pas si là lui il le fait chez lui, mais il y a des outils qui permettent d'aérer un petit peu le sol et qui feraient évoluer les choses aussi, quoi. Donc, il y a des solutions. Dans un sol compacté, de planter, enfin de semer un engrais vert, ça ne va pas le...
si on Le veut mettre- décompacter Ouais. Ben après, engrais vert, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il faut semer un engrais vert à visée décompactante. Donc des engrais verts avec des systèmes racinaires pivotants, avec des grosses racines pivots qui descendent. Et selon l'état de compactage, si c'est un sol argileux qui est bien tassé, des fois la luzerne elle n'y arrive pas à passer à travers. Et va dire à un agriculteur qu'il faut qu'il fasse un engrais vert de Rumex, c'est pas sûr que ça lui plaît. Non, moi c'est juste pour ma parcelle que je veux mettre. Mais après pour toi, ouais, si c'est pas grand, tu peux faire ça très vite avec un coup de grelinette. Et puis si tu as le temps, eh ben, tu peux semer de la luzerne, déjà c'est pas mal. Et avec ta luzerne en plus c'est une légumineuse, donc en plus de décompacter, elle te ramène de l'azote. Donc voilà, c'est tout bien. Après tu peux mettre aussi des graminées qui ont des systèmes racinaires qui ne sont pas pivotants, qui sont fasciculés, c'est-à-dire plein de petites racines qui partent dans tous les sens, qui vont structurer le sol. Ça ne va pas le décompacter, mais si tu as un sol qui est compacté parce qu'il est trop argileux, ben, il va falloir le structurer aussi derrière. L'idée c'est pas de casser ces mottes, c'est pas juste de percer le sol, c'est en plus de casser toutes ces mottes. Et en plus, avec la luzerne, vous pouvez nourrir des lapins, Et en des plus, tu peux chèvres, nourrir les je animaux. sais pas. Et quand tu dis semer de la luzerne, il faut gratter quand même un petit peu le sol ou tu peux, quand tu as une prairie comme Alors ça ça dépend complètement de ce que tu as. Alors si c'est une prairie, ça ne marchera pas. Ouais. Si Oui. ta population elle est complète, tu as Ouais. des végétaux partout, tu n'as pas de la place Y a pour pas quelque chose qui d'espace. germe, ça ne va pas marcher. Mhm. Du coup, il y a plein de techniques. Ça dépend de la surface que tu as. Il y a plein. Moi, ce que je fais souvent, c'est occulter, c'est-à-dire soit mettre du carton, soit mettre du plastique, soit mettre juste un gros paillage bien épais. Et puis l'année d'après, tu as juste à enlever tout ça ou à écarter ton paillage. Et dessous, il y a tout qui est mort. Et là, tu peux faire un semis. Si c'est juste sur une petite zone, ben, je décompacte avec une grelinette. Et là, à la main, je désherbe. J'enlève toutes les racines là, qui restent pour avoir vraiment un lit de semences qui est prêt. Par contre, si on enlève tous les végétaux qu'il y a sur un sol et qu'on y met un paillage, c'est pas forcément bon non plus parce qu'un sol il va être vivant et structuré grâce aux végétaux qui y poussent. Les racines des végétaux vont structurer le sol et les bactéries qui vivent autour des racines des plantes, c'est ça qui apporte le premier chaînon de la chaîne alimentaire de la vie du sol. Donc il faut qu'il y ait des végétaux tout le temps. Si on enlève les végétaux et qu'on met juste un paillage, bah, il va finir par se tasser, il va finir par s'épuiser, il va y avoir de moins en moins de vie, et quand on va faire pousser un truc dedans, bah, ça ne va pas assez bien pousser. Donc si on désherbe, le premier réflexe c'est ressemer de suite. Un engrais vert ou une culture directe, hein, mais toujours, le plus possible, toujours végétalisé. Et pour des Le zones paillage plus- c'est bien, mais c'est une solution alternative qui n'est pas aussi bien que la végétalisation. Et pour des zones plus grandes, justement, qu'il est compliqué de ou bâcher, pailler, ou... enfin, Alors si c'est grand et que tu veux mécaniser, là ça sera fait au tracteur. Il y a quoi, les disques. Les disques, c'est un truc qui va travailler sur ça de surface, qui va juste retourner la surface, qui va prendre l'herbe et la retourner, la mettre la tête en bas. Et derrière ça on peut semer. Après, je ne suis pas forcément un grand fan du travail au tracteur, mais si on veut produire sur des grandes surfaces, on n'a presque pas le choix, je dirais. Et du coup, bah, il y a plein de techniques, plein d'outils maintenant qui se développent sur les semis sous couvert, sur les non-travail du sol. Et tu as plein d'outils qui peuvent s'associer. Tu peux alors imaginer un disque qui passe devant, qui retourne le sol, un truc qui sème derrière, et puis ça peut marcher comme ça. Il y a d'autres outils maintenant qui peuvent marcher. C'est tu as une espèce d'outil qui passe devant, qui tourne un sillon, et qui pose une graine au milieu et qui referme le sillon. Et ça va permettre à tes trucs de germer, même si tu es sur une prairie enherbée. Alors je ne connais pas trop, je ne pourrais pas te dire plus en détail, mais on développe plein d'outils qui permettent de faire ça sans retourner le sol, quoi. En tout cas, voilà, le labour, c'est sûr que c'est un truc qu'il Et est-ce faudrait qu'il y a limiter au maximum. des ressources où on peut trouver ce genre d'informations Sûrement. L'atelier paysan. Voilà. Atelier paysan. Comment on peut faire pour redonner vie à un sol qui a été bien tassé, par exemple par des véhicules qui sont passés ou des choses comme ça Bah, décompacter, semer un engrais vert, toujours pareil. Hein, après, ça dépend comment il est mort, mais de quoi il part, quoi. Si c'est de la terre de remblai, des fois il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste attendre un petit peu, quoi, et ça va finir par se mettre en place. Mais végétaliser, tout le cycle de vie du sol, c'est que ça commence vraiment avec les bactéries, et les bactéries elles viennent avec les plantes. Ça c'est un truc assez fou, j'adore raconter parce que c'est assez incroyable. Chaque plante autour de ses racines va avoir plein de bactéries différentes, ce qu'on appelle ça comme ça, le flot bactérien. C'est plein de populations par plante. Et on s'est demandé comment ça se fait que chaque plante a vraiment ses populations à elle, que n'importe où qu'elles poussent, elles ont toujours leur population. Est-ce que dans le sol elles sont déjà toutes là ou comment elles arrivent? Et on s'est aperçu que même dans des sols stérilisés, les plantes poussent et on a déjà des bactéries autour des racines
en partant d'un sol stérile. Et donc on a cherché à partir de quand elles arrivent et on n'a pas trouvé parce qu'en fait elles sont là dès le début. C'est dans la graine, au-dessus de la petite radicule là qui a dans la graine, il y a déjà des bactéries. Et on n'a pas trouvé comment elles sont arrivées là. C'est la plante a les bactéries autour de ses racines, elle va produire des graines donc là au-dessus du sol. Et il y a un système qui fait que par ses sucs, elle arrive à récupérer de ces bactéries et mettre au moins la petite semence dans sa semence pour avoir ces populations. Du coup, même si ton sol est stérile, sème un engrais vert, laisse des couverts végétaux. S'il y a des choses qui poussent sans que tu fasses rien, tu as toujours des graines qui vont tomber dessus. Laisse. En général, la nature elle sait mieux que nous ce qu'il faut faire. Si en laissant ton sol à nu et en l'arrosant un petit peu, tu as des choses qui poussent, laisse pousser ça. Qu'est-ce que tu penses de la sous-soleuse, toi? Ah ben génial, c'est l'outil quand on disait les outils qui permettent de décompacter, c'est ça. Sous-soleuse, c'est une ou plusieurs griffes qui descendent vraiment en profondeur. Donc la griffe elle est toute fine, elle arrive comme ça et avec une ailette en balle, juste un peu relevée. Et donc elle passe à ça de profondeur et boum, elle remonte le sol. Donc c'est comme une grelinette. Enfin, ça fait le même travail qu'une grelinette, mais sur des champs entiers, quoi. Donc ouais, c'est intéressant comme outil. Ouais. Sous-soleuse. Sous-soleuse, ouais. J'ai Actisol là qui me vient, c'est quoi l'Actisol? C'est la même chose. C'est ça, ouais, je me dis, ouais. Sous-soleuse ou Actisol, ouais. Des fois j'ai des petits lutins qui me souffrent des trucs et qui parlent de l'Actisol. C'est quoi l'Actisol? Je sais pas à quelle heure il est, mais je crois qu'on va. C'est 12h15. Je sais pas, tout le monde est là? Parce que du coup, en général, à la fin des cours, j'ai des choses à annoncer. Donc je vais pas annoncer la même chose que d'habitude. Le cours est terminé. Je vais rester encore un tout petit peu avec vous, mais je vais partir très très tôt aujourd'hui. Donc je ne vais pas rester avec vous pour cet après-midi. Normalement on fait des ateliers l'après-midi, on ne va pas en faire aujourd'hui. Voilà, donc ces cours ils sont donnés au sein de l'association. Donc on a une association qui promeut la permaculture, qui aime bien partager des choses autour de tout ça. Ces cours sont à prix libre, donc si quelqu'un veut donner une petite pièce pour soutenir l'asso, c'est cool. Si vous voulez adhérer à l'asso, vous pouvez adhérer à l'asso, c'est libre à vous, c'est pas obligatoire. Et voilà. Et donc moi là maintenant je vais dire autre chose que je dis pas d'habitude. Et là j'ai une petite émotion qui monte. Mais merci à tous ceux qui sont venus pour la prochaine fois, pour la première fois. Pour la première fois. Merci à tous ceux qui sont venus depuis longtemps. Ça va faire plus de 3 ans, 4 ans qu'on donne ces cours. Et la petite mauvaise nouvelle pour vous, c'est que pour l'instant c'est le dernier qu'on donne. On n'en refera pas les prochains mois qui viennent. On verra peut-être dans un an pour en donner d'autres, on y réfléchira dans un an, mais là pour l'instant on a des activités nous qui nous submergent et on n'a plus de vie à côté de ça. Là tu peux le couper, ça ira pas dans la vidéo tout ça. D'accord.